Vous voulez contrôler le peuple? Il suffit de prédire l'arrivée d'un messie. Et ils attendront. Pendant des siècles. Bienvenue sur la chaîne de Mind Unveiled en français. Les anciens sont généralement perçus comme des primitifs par le grand public, comme s'ils étaient des hommes des cavernes ou quelque chose du genre, et que tout ce qu'ils accomplissaient n'était qu'une question de travail manuel. Les technologies du passé ont été volontairement cachées, et lorsqu'ils décident d'aborder le sujet, il s'agit toujours d'un mystère ou d'un rapport avec les extraterrestres. Si l'on se penche sur la question, il est évident que les anciens bâtisseurs du passé possédaient une technologie avancée. La plupart d'entre nous ont entendu parler des théories selon lesquelles la pyramide de Gizeh est une sorte de générateur ou de Puma-Pumku et de la précision des angles de coupe de la pierre. Ou encore des grottes d'Ellora en Inde où il semble que les créateurs possédaient une sorte de technologie de taille de la pierre. C'est comme si c'était simple pour eux. Sinon, pourquoi passerait-il autant de temps à décorer avec des détails ornementaux? On ne voit rien de tel dans les constructions modernes. Et si c'était le cas, ce serait avec des matériaux bon marché. Les deux principales théories sont que ces objets ont été construits par des extraterrestres ou par des ancêtres évolués. La croyance des extraterrestres n'est en fait qu'un fétiche de science-fiction qui est un concept relativement nouveau pour la race humaine. D'un autre côté, les ancêtres évolués sont mentionnés dans la tradition de nombreux philosophes et mythes anciens. Ce n'est pas une idée nouvelle, le concept de l'Atlantide, de l'âge d'or et du déluge est à la base de presque tous les mythes anciens. Il est possible de trouver des références à des technologies avancées dans les traditions anciennes du monde entier, mais nous y reviendrons dans un instant. Je suis sûre que beaucoup sont prêts à accepter que l'Atlantide était une réalité, mais beaucoup n'ont jamais envisagé que cette technologie ait pu exister dans notre culture bien plus récente que ce que nous sommes amenés à croire. Le chercheur Graham Hancock daterait cette culture du Drias récent, il y a environ 12 000 ans. Et si ce n'était pas si loin, plutôt 1000 à 2000 ans, et que cette technologie s'est perpétuée jusqu'à notre époque moderne, rien de cette technologie n'est nouveau. L'histoire de nombreuses technologies modernes est fabriquée de toutes pièces, comme celle de la photographie, des avions, de l'électricité et même les ordinateurs. Mais la technologie dont nous disposons aujourd'hui n'est qu'un bébé par rapport à ce qu'utilisaient les anciens. Les anciens possédaient une puissante technologie EMF, ce qui veut dire Electromagnetic Field, champ électromagnétique. Ils utilisaient l'énergie libre de l'éther et avaient la capacité d'accéder à d'autres dimensions. L'éther était communément accepté par la science jusqu'à il y a une centaine d'années. Puis l'atomisation s'est emparée de notre pensée. La tentative d'expliquer tout ce qui se trouve dans la nature par une substance mesurable. C'est aujourd'hui une hérésie de mentionner l'éther ou l'énergie libre en science. Vous seriez ridiculisé et perdriez très probablement votre poste si vous adoptiez cette position sur le plan professionnel. Cette vidéo va expliquer comment l'histoire a été délibérément déformée, comment elle a été réécrite par les vainqueurs, et comment les villes les plus célèbres que nous habitons aujourd'hui appartenaient à une civilisation avancée il y a environ 300 ans. Une civilisation qui possédait des technologies EMF avancées. Nous passerons en revue l'histoire de l'électricité officielle, l'atomisme et l'antiscience, et les technologies avancées du passé. Une histoire déformée. Commençons par l'Atlantide, qui semble être un bon point de départ pour la plupart des gens. Il y a beaucoup de gens qui sont tout à fait d'accord pour explorer ce concept. Même les médias grand public en font la promotion. Il pourrait s'agir de la théorie des anciens extraterrestres selon laquelle l'Atlantide était en réalité une cité extraterrestre. D'autres pensent à l'Atlantide telle que Graham Hancock la présente. Et le problème, c'est que je sais que Graham Hancock n'est pas exactement le courant dominant, et je dis que des millions de personnes se penchent sur ce type de travail et sont complètement fascinées,
et peuvent tout à fait accepter qu'il s'agit d'une réalité possible. Mais le problème, c'est que ces idées selon lesquelles l'Atlantide a été construite il y a 20 000 ans ou quoi que ce soit d'autre sont toujours conformes à l'idée que l'histoire dominante est tout à fait valide. Ces structures sont le résultat de dizaines et de milliers d'années d'érosion, comme si un être humain sur Terre avait vécu assez longtemps pour valider ce point. Cela suppose toujours que l'histoire de la Sumérie, de l'Égypte, de la Grèce et de Rome s'est déroulée comme le suggère le courant dominant, mais qu'elles ont été développées longtemps après l'Atlantide. En fait, je pense que c'est vraiment bien qu'il parle de ces choses, parce que nous commençons lentement à nous représenter les anciens d'une manière différente. Nous acceptons que nos ancêtres étaient des sauvages, parce que cela nous permet de nous sentir mieux dans notre mode de vie actuel. L'idée que l'histoire récente a été manipulée n'est pas vraiment une idée partagée par le grand public. Elle a récemment gagné du terrain, mais elle n'est pas encore largement connue ou comprise. Beaucoup de gens connaissent l'Atlantide, mais peu se sont penchés sur l'idée de la Tartarie, de l'histoire alternative des États-Unis, des technologies éthériques des 300 dernières années ou sur l'idée que des contrôleurs sont à l'œuvre. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Il m'est impossible d'expliquer tout en une seule vidéo, et il s'agira donc plutôt d'un résumé qui nous permettra d'élargir le sujet pour qu'il soit compris par un plus grand nombre. En bref, aux États-Unis, il existait une civilisation humaine avancée qui construisait une architecture avancée et des technologies d'ondes éthériques. Ils utilisaient des dispositifs de collecte de l'électricité statique atmosphérique sur l'ensemble des bâtiments. On parle là d'une civilisation qui a existé globalement il y a environ 300 ans, puis tout d'un coup la nouvelle Église a pris le dessus, l'anti-Église de la science et de la raison. La même raison qui a conduit à la propriété, aux banques, à l'ego et à l'autodestruction. Vous m'entendrez parler de cette ancienne église, et je voudrais juste clarifier les choses pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne. L'histoire moderne est un mouvement de civilisation d'est en ouest. J'essaierai d'avoir des annotations sur lesquelles vous pourrez cliquer et qui vous amèneront à des vidéos sur notre chaîne avec plus d'explications. Mais en gros, il s'agit de l'escroquerie de l'histoire. Cela n'explique pas pourquoi il existe des similitudes globales entre les cultures du monde entier. Nous avons tous développé des concepts similaires en matière de langage, de lignage, de chamanisme, d'agriculture, d'architecture, d'art et de danse. La théorie de l'isolement est largement acceptée, ce qui signifie qu'aucune de ces anciennes cultures n'a communiqué avec une autre. Mais il est évident que l'idée d'une civilisation ancienne mondiale a refait surface récemment grâce à des personnes comme Graham Hancock, Brian Forrester et bien d'autres. De sorte que l'idée de l'Atlantide balaie complètement la théorie de l'isolement et l'histoire dominante. Et cela reste un non-sens au regard des normes scientifiques modernes enseignées dans les écoles et les universités. Accepter ou même explorer ces idées détruit tout ce que l'académie moderne enseigne. Les livres d'histoire devraient être réécrits. Toute notre compréhension de la réalité serait un mensonge, et c'est tout simplement trop pour la plupart d'entre nous à l'heure actuelle. Nous sommes nombreux à pouvoir admettre que l'Atlantide a existé, et qu'elle a été détruite par une inondation majeure, une remise à zéro. Et selon Graham Hancock, il y a environ 12 000 ans. Que s'est-il passé après la chute de l'Atlantide? Il y a eu un cataclysme mondial, un déluge qui a consumé la plus grande partie du monde. Puis il y a eu des survivants qui ont conservé la connaissance des sciences et des principes de la civilisation de l'âge d'or. Ces personnes savaient que le cataclysme allait se produire, peut-être grâce à la connaissance des étoiles ou à la divination. Et ils ont été sauvés, comme dans l'histoire de Noé. Un groupe de survivants a débarqué en Irlande et dans le nord de l'Espagne. Je recommande aux personnes qui ne connaissent pas encore ce sujet de consulter Irish Origins of Civilization de Michael Tsarion. Il explique les anciennes racines étymologiques irlandaises celtiques de toutes les langues, la suppression de l'histoire irlandaise et la diabolisation des cheveux roux. J'en parle dans la première vidéo que nous avons publiée, mais si vous cherchez la définition gaélique de Tartare, plus le livre est ancien, mieux c'est. Vous trouverez une référence à un soldat irlandais qui s'est battu en Extrême-Orient. L'histoire dominante affirme que les peuples celtes sont venus de l'Est, de la Mongolie, et se sont installés en Irlande, ce qui est attesté par les Romains. Ils ont essayé de décrire ce peuple celte comme des sauvages,
Je soupçonne que tout cela fait partie de l'histoire tordue qui nous est donnée par les manipulateurs de l'histoire. Il s'agit d'un mensonge qui vise à cacher l'origine des sciences des Grecs et des Romains. Les Grecs et les Romains ont été inventés par les contrôleurs, peut-être les Jésuites. Il n'est pas difficile de découvrir que Joseph raconte ce qui s'est passé. En fait, Joseph, l'un de nos historiens les plus célèbres, était un traître jésuite. Il a aidé ces parasites à prendre le pouvoir. Il a été récompensé par des richesses et un statut élevé. Les guerres romaines étaient en fait la prise de contrôle par les jésuites de la vieille société ou de la vieille église irlandaise d'Iesa. L'histoire romaine et l'histoire grecque sont des excuses frauduleuses pour expliquer l'histoire ancienne de l'époque où toutes ces anciennes architectures ont été développées. Ils ne pouvaient pas laisser les gens savoir que ces villes avaient été développées par une autre civilisation, alors que leur seule justification était d'inventer une histoire frauduleuse, en ajoutant littéralement des milliers d'années à la chronologie, afin que Rome soit perçue comme un empire plus glorieux. Et à qui reviendrait le mérite ? Les Jésuites. La prise de contrôle de Rome par les Jésuites a permis la falsification de toutes les écritures et le vol littéral de la Bible par les personnes qui l'ont élaborée. Pour le grec, vous pouvez voir que les auteurs anciens ont écrit sur les civilisations anciennes et ont écrit sur les hyperboréens. Puis Origène contre Celse est apparu, et Origène jette à la poubelle tous les anciens écrits des Grecs anciens. Et il dit fondamentalement que l'antiquité des Juifs est plus importante. Nous n'avons même pas les écrits de Celse, car ils ont été détruits. Tous les livres de l'Antiquité, ceux qui n'ont pas été publiés par la Nouvelle Église, ont été détruits. Imaginez la quantité de connaissances perdues lors de l'incendie légendaire de la bibliothèque d'Alexandrie. Lorsque je parle des Grecs et des Romains, je parle de l'histoire dont nous sommes nourris. L'histoire que nous connaissons des Romains qui étaient des bâtisseurs extraordinaires et des Grecs qui étaient à la base de la pensée rationnelle et de la science n'est qu'une façade. Ces villes datent d'une époque beaucoup plus récente. Nous sommes d'accord pour dire que leurs sociétés sont postérieures à l'Atlantide, n'est-ce pas ? Ce que nous présentons, c'est qu'il s'agit vraiment des villes de la culture mondiale avancée. Et nous parlons bien d'une époque postérieure à l'Atlantide, oui. Il y a une vidéo de Martin Liedtke sur le Congo qui montre qu'il y avait une civilisation avancée de blancs vivant en Afrique et qu'elle était bien différente de ce qu'on nous force à croire. Il y avait de nombreuses villes, des lacs qui n'existent pas actuellement, et de nombreux châteaux, comme dans les contes de fées. Il y a eu une autre civilisation mondiale après l'Atlantide. Sinon, comment expliquer l'architecture commune dans le monde entier ? Par ailleurs, si ce que dit l'histoire dominante est vrai, pourquoi de nombreuses langues ont-elles leurs racines dans le gaélique et l'irlandais ancien ? Bien, c'est parce qu'après l'Atlantide, la connaissance de la civilisation s'est répandue à l'Est, un mouvement d'ouest en est, et ils ont même traversé l'Amérique en développant des villes sur les deux côtés. La loi a été créée à partir d'une église mondiale, l'église d'Ayesa. Citation. Dans leur grand pèlerinage missionnaire, ils ont fait le tour du monde afin de donner la religion et la connaissance de Dieu aux différentes races de l'humanité. Ils ont également établi des prêtrises et donné des alphabets aux races qui n'étaient pas encore éclairées sur ces questions. L'Irlande est le pays où les arts et les sciences ont été découverts et développés pour la première fois. C'est à ce pays que les Grecs ont donné le nom d'Ogigi, terme qui n'a jamais été donné qu'aux plus anciens. Et c'est des Irlandais ariens que les Grecs ont tiré leur origine. De Conor McDarry, il est impossible de se méprendre sur les monuments laissés par les Irlandais, qui étaient autrefois les souverains et les maîtres de la terre entière. Leur domination s'étendait à tous les pays. Elle était mondiale. L'Irlande a été la première maîtresse des mers. Elle a été le premier et le seul empire mondial jamais connu, car il était spirituel. Son étendue dépassait celle que les Perses, les Grecs, les Romains ou les Moghols ont jamais atteinte. Et les vestiges de leurs œuvres, où qu'ils se trouvent, présentent une similitude indéniable de forme et de caractère. Ils sont énormes, immenses, conçus et réalisés selon un plan si vaste qu'il impressionne l'esprit de l'homme d'aujourd'hui. Ces vestiges s'étendent de l'Irlande, le long de la côte atlantique de l'Europe, à l'Afrique, le long de la mer Méditerranée, à l'Égypte, à l'Inde, à la Chine, à Java, à Tahiti et aux îles Carolines dans l'océan Pacifique Sud. Sur le continent américain, nous trouvons la tour ronde près de Newport, RI,
qui témoignent de son origine irlandaise, et les grands monticules pyramidaux des vallées de l'Ohio et du Mississippi, les temples en ruine du Yucatan et du Mexique, ainsi que des vestiges similaires en Amérique du Sud, sont autant de preuves de leur travail. Tous ces vestiges ont la même origine et établissent sans l'ombre d'un doute que les Irlandais ont été les premiers véritables découvreurs de l'Amérique et qu'ils ont établi la civilisation sur ce continent occidental. C'est la tradition fondée sur ce qui a donné espoir et encouragement aux aventuriers ultérieurs. Le nom même de Dieu chez les Indiens de notre pays était un nom irlandais dérivé de ces missionnaires et explorateurs des siècles avant la naissance de Christophe Colomb ou d'Éric le Rouge. L'un des noms irlandais de Dieu est Man, et Manita est le mot irlandais pour saint. Le nom indien de Dieu était Manitou, le saint. Les Indiens avaient également un autre nom pour Dieu, lui aussi irlandais. Il s'agit de Manabasha, le dieu soleil. Il s'agit d'un mot composé de la racine man, saint, et basha, des vaches du taureau, pratiquement le même que Baal, le dieu soleil irlandais. Ce nom signifie donc le saint donneur de vie ou le saint créateur. Quiconque connaît la langue celtique reconnaîtra immédiatement ce fait, de même que tous les étudiants compétents en philologie. La plupart des gens n'en sont pas conscients parce qu'il s'agit d'une histoire étouffée ou parce qu'ils pensent qu'il s'agit d'une sorte de nationalisme. Cela n'a rien à voir avec cela. De nombreuses légendes issues de cultures du monde entier parlent de géants aux cheveux blancs et roux qui possédaient une technologie avancée. Le moyen le plus efficace de détruire les gens est de nier et d'effacer la compréhension qu'ils ont de leur histoire. George Orwell, auteur de 1984. Par exemple, le dieu roux barbu et à plumes Quetzalcoatl, sculpté dans la capitale Olmec, est appelé Oncle Sam, avec un grand nez et une barbe d'apparence largement sémitique, qui serait arrivé d'une île de l'autre côté de la mer, disparue après un grand déluge. J'ai une vidéo sur les liens entre les Irlandais et les Phéniciens. Mais ce n'est pas la même chose. Les Phéniciens sont une sorte de culte obscur issu des druides celtiques qui a ensuite évolué vers l'adoration de Baal ou Saturne. Probablement celui qui provoquait tous ces cataclysmes. En fait, ces cataclysmes ont commencé à se produire parce que les dieux se sont mis en colère. La sagesse avait été ramenée sur Terre et l'unité avait été réalisée dans le domaine matériel. C'est ce que racontent les évangiles gnostiques. Il y a eu une scission entre l'ancienne église, l'église de Aessa, et la nouvelle église, l'adoration de Baal ou le matérialisme. L'ancienne église était une utopie basée sur l'ancien âge d'or de l'Atlantide. Elle était fondée sur la loi naturelle et sur la recherche de la sagesse. L'église de Aessa louait toujours le soleil, mais c'était une analogie de la beauté du Dieu invisible. La nouvelle église de Baal s'est développée pour devenir l'Empire romain. La confusion vient du fait que nous datons les Phéniciens d'il y a environ 4000 à 5000 ans dans l'histoire générale, alors que les Phéniciens ne sont qu'un nom de couverture pour une branche spécifique des anciens Juifs qui ne sont pas si anciens que cela. Ils datent d'une époque récente, peut-être de 500 ans. Cette nouvelle église secrète vénère un dieu démoniaque, le dieu fou de la Bible, Jéhovah, ou Saturne, Baal. Mais au fur et à mesure de leur montée en puissance, ils ont pris le contrôle des médias, la presse, et ont commencé à promouvoir la compréhension exotérique de la Bible pour les masses, ainsi que le point de vue athée et frauduleux du monde qui nie complètement Dieu, appelé science. L'Église frauduleuse de Rome, contrôlée par les jésuites catholiques, voulait adorer le Dieu à l'origine de la catastrophe afin d'en maîtriser les effets. C'est l'histoire de la bataille de Jérusalem. Les anciens juifs ont été remplacés par de nouveaux juifs. Je vais m'arrêter un instant et ralentir, car si vous êtes novice en la matière, vous vous demanderez peut-être de quoi je parle. Surtout les personnes qui ont peur de l'idée des contrôleurs de l'ombre ou des Illuminati. Pourquoi les Phéniciens ou autres voudraient-ils s'emparer du monde en volant cette église ? Eh bien parce que cette ancienne église était le pouvoir spirituel de l'ancien monde. Ils ont voyagé à travers le monde pour civiliser le monde entier, comme je l'ai mentionné dans Donnelly's Atlantis. Si vous pensez que l'histoire de l'Atlantide est vraie, alors Donnelly's Atlantis a été l'un des premiers livres importants sur le sujet. Celui qui domine l'Église domine le monde, littéralement. Ainsi, lorsque je parle de Phéniciens, j'ai une définition différente de celle du grand public,
Et ce n'est pas une phrase simple, alors soyez indulgents avec moi. Les Phéniciens est un nom de couverture pour la culture maritime avancée de l'ancien passé. Ce nom a été créé par la nouvelle église de Rome pour cacher l'histoire de l'ancienne église de Aiessa, qui est devenue ce que nous appelons aujourd'hui les Juifs. C'est un peu des deux histoires, c'est pourquoi c'est si confus. Les Phéniciens ont été les premiers à développer le langage, mais il s'agit en fait de l'histoire des anciens Irlandais. Le culte de Baal et le matérialisme ne sont apparus que plus tard. L'histoire des Phéniciens commence avec celle des Irlandais, puis une pensée parasite s'est installée et ils ont commencé à vénérer Baal. Je dis que les Phéniciens se sont développés il y a environ 500 ans, alors qu'il y avait beaucoup d'autres villes et civilisations développées par les Irlandais qui ont ensuite évolué vers leur propre culture. Pour les Phéniciens, ce sont les Irlandais qui se sont transformés en Juifs. Rapprochons-nous de l'Atlantide. Il existe un ancien manuscrit connu sous le nom d'Oeralinda qui parle de cette époque. La raison pour laquelle nous n'entendons pas parler de ce manuscrit est qu'il s'agirait d'une fraude. La véritable raison pour laquelle les universitaires du courant dominant croient cela, c'est qu'ils ne peuvent tout simplement pas accepter la datation. Oeralinda date de l'Atlantide, il y a 2000 à 4000 ans, ce qui ramènerait de nombreuses cultures à une époque beaucoup plus récente. Indépendamment de la datation, il est toujours intéressant de constater que l'Atlantide est référencée par Atlante, complètement séparée de Platon. Nous devons également garder à l'esprit l'hypothèse du temps fantôme ou les travaux de Fomenko. Et si c'est le cas, l'Atlantide pourrait avoir été créée il y a seulement 1000 à 2000 ans. Revenons à la façon dont les Irlandais sont devenus l'église phénicienne, vénitienne et jésuite romaine. Ok, pourquoi cette prise de pouvoir? Ou quel est le motif des Illuminati, n'est-ce pas? Pourquoi s'emparer de cette église si elle a éclairé le monde antique après la chute de l'Atlantide? Par Conor McDarry, le fait qu'il détienne un tel pouvoir autocratique l'a amené à se doter d'attributs divins afin de susciter l'admiration du peuple. De nos jours, les qualités de la divinité sont attribuées aux dirigeants. En Russie, en Chine, au Japon, et il n'y a pas si longtemps en Angleterre, on croyait que toute maladie qui ne cédait pas au traitement d'un médecin pouvait être guérie par un simple toucher de la main du roi ou même de son vêtement. Le chef de l'église d'État irlandaise a détenu ce pouvoir pontifical suprême en Europe jusqu'à ce qu'il soit contesté d'abord par la Perse, puis par la Grèce et plus tard par Rome, qui, lorsqu'un moment favorable est arrivé pour elle d'affirmer son indépendance, a mis en place conjointement une église et un État pour elle-même. En effet, il faut savoir que Rome était autrefois une colonie irlandaise. Le nom de Rome est un composé de deux mots irlandais. Ro signifie avant et homme qui signifie corps, terre ou tombe. Mais dans un sens mythique, il signifie avant le ciel, Ro, et la terre, Orne. Les deux signifiant ensemble le ciel et la terre, d'où la ville éternelle de Rome. Le fleuve de Rome, le Tibre, porte également un nom irlandais. Il tire son nom de Tuber, mot irlandais désignant un puits ou une source d'eau. Le Tibre est donc le fleuve de l'eau de source. Longfellow dit vraiment « Leurs noms sont sur vos eaux et vous ne pouvez pas les effacer ». Le fait est que l'Irlande a été la première puissance à coloniser les deux rives de la Méditerranée et que par conséquent, les colonies sont venues de l'ouest et non de l'est, comme nos astucieux historiens romains et britanniques voudraient nous le faire croire. Et le monde l'a cru jusqu'à présent. Mais la tromperie, une fois dévoilée, est trop claire pour que quiconque puisse s'y laisser prendre. Les enquêteurs ont suivi la fausse piste lancée par cette source et n'ont rien trouvé en Orient pour étayer l'affirmation selon laquelle les Ariens auraient migré de l'Est et colonisé vers l'Ouest. L'American Cyclopedia Art Ethnology, citée dans l'Atlantis de Donnelly, explique ceci. Bonfrey, L. Geiger et d'autres étudiants des anciennes langues indo-européennes ont récemment avancé l'opinion que le foyer originel des races indo-européennes doit être recherché en Europe, parce que leur stock de mots est riche en noms de plantes et d'animaux, que l'on ne trouve pas dans les langues des pays tropicaux et des autres pays d'Asie. Müller dit « Les nations qui sont comprises sous l'appellation commune indo-européenne, les Hindous, les Perses, les Celtes, les Allemands, les Grecs, les Romains et les Slaves, ne partagent pas seulement les mêmes mots et la même grammaire,
légèrement modifiées dans chaque pays, mais elle semble avoir également préservé une masse de traditions populaires qui s'étaient développées avant qu'elles ne quittent leur foyer commun, Donnelly's Atlantis. Dans le livre de 1842, Etruria Celtica, ou Étrurie celtique, étude de la littérature et des antiquités étrusques, où la langue de ce peuple ancien et illustre, comparée et identifiée avec l'ibéro-celtique, est montrée comme étant phénicienne. L'auteur établit de nombreux liens étymologiques avec l'ancienne langue irlandaise et aborde les symboles des pièces étrusques qui sont des emblèmes irlandais courants. Citation : « J'ai examiné cette langue et je me suis efforcé de la placer sous son vrai jour en démontrant des analogies et en éliminant la notion erronée de son affinité avec le gallois, le cornique et le bas-breton. Et j'ai accidentellement induit sa comparaison avec l'étrusque, qui a en effet répondu aux anticipations et aux attentes de Jackson en ouvrant de grandes découvertes dans l'antiquité irlandaise et en dissipant l'obscurité qui cachait l'origine du peuplement primitif, non seulement de l'Irlande et des îles britanniques, mais de toute l'Europe celtique, et en déduisant leur origine des grands peuples civilisés et navigateurs commerciaux du monde, qui, avant la naissance de la grandeur grecque ou romaine, traversaient les mers et jouissaient de l'empire incontrôlé des profondeurs. » Fin de citation. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, et si vous me suivez, je vais vous présenter les différentes pièces du puzzle. Pour comprendre cette histoire alternative, il faut établir une base. Il y a tellement plus que je pourrais dire à ce sujet, mais la question qui revient le plus souvent est « Pourquoi les pouvoirs en place voudraient-ils nous contrôler ?» On ne peut même pas commencer à comprendre parce que nous sommes nourris d'une fausse histoire provenant de deux grands empires, Rome et la Grande-Bretagne. Les Phéniciens sont donc un petit groupe qui a commencé avec l'église de Ayessa dans la mer Noire, puis s'est développé en de multiples sectes, l'une étant les gnostiques et l'une des autres étant des parasites comme l'église de Baal. L'église de Baal s'est transformée en juif, ce qui date d'une époque vraiment plus récente, lorsque les jésuites ont pris le contrôle de Rome. Ok, en quoi cela concerne-t-il l'ancienne technologie ? Alors l'histoire de l'électricité vient de ces gens qui ont pris le contrôle de Rome. Ces personnes ont délibérément caché des technologies récentes et on nous a raconté des histoires de découvertes scientifiques accidentelles. Nous ne connaissons l'électricité que depuis 200 ans. Les anciens connaissaient bien les aimants qui se forment naturellement et il serait tout à fait possible de créer un courant puisqu'ils possédaient des batteries puissantes. Le cuivre était largement utilisé par ces anciennes cultures, alors qu'est-ce qu'il y aurait de si déconcertant à ce que ces cultures récentes possèdent une sorte de technologie de champ électromagnétique avancé ? Les pyramides génèrent un champ de torsion qui accède à de multiples plans d'existence, ce qui crée de l'énergie. Cette énergie peut transformer la conscience pour accéder à d'autres réalités, mais elle peut aussi être exploitée pour créer des objets physiques. Technologie éthérique. Les technologies de l'éther du passé ont existé et elles fonctionnaient grâce à l'énergie qui nous entourait. Elles n'avaient pas besoin d'être payées, elles n'étaient la propriété d'aucune entreprise. Rappelez-vous qu'il y avait encore des cultures qui suivaient la loi naturelle et qu'il s'agissait des restes de l'église d'Ayessa, qui avaient des villes et des forteresses dans le monde entier, y compris en Amérique. C'est ce que nous appelons la Tartarie ou Tartaria. Les restes de l'église d'Ayessa, les bâtisseurs originaux de toutes ces magnifiques architectures spirituelles. Mais nous avons aussi des Juifs qui sont venus en Amérique parce que ce culte phénicien s'est produit près de la mer Noire et selon le livre des Mormons, ces Juifs essayaient d'échapper à la guerre en cours. Alors ils ont fui en suivant une étrange technologie ancienne appelée le Layona et ils ont trouvé leur chemin vers l'Amérique. Ce qui signifie que ces gens n'appartenaient pas à l'église d'Israël, mais à une époque plus tardive où de nombreux cultes se développaient. C'est une autre histoire, mais ils ont fini par atterrir à Haïti et en Amérique du Sud, aidant à développer les civilisations aztèques et mayas. Le livre des Mormons parle aussi de cette tribu de Juifs qui est venue en Amérique et qui a rencontré un autre peuple avancé et déjà habitué à sa langue et à ses coutumes. Ces Juifs n'ont pas été envoyés par la nouvelle Église de Rome, mais étaient pour la plupart des gens qui ont essayé d'échapper à la confusion qui régnait et à toutes les guerres. L'histoire de Christophe Colomb, c'est l'histoire de la redécouverte des Amériques par les Jésuites ou l'Église ou Rome à travers l'Espagne. Il y a des cataclysmes constants et une lutte constante pour le pouvoir de la part de multiples parties différentes. Tant de connaissances ont été perdues
et le savoir de terra firma est devenu un mythe et une légende. Je fais référence à cette nouvelle église de Rome qui n'est en fait qu'une corporation de culte Baal phénicien de la famille royale pourpre. Ils ont falsifié la plus grande partie de notre histoire. Les vrais Romains étaient l'une de ces cultures avancées de l'église de Ayesa avant le cataclysme et la prise de contrôle par les parasites. Afin de prendre le contrôle, de nombreux dispositifs ont été développés pour dominer, contrôler. Et ils nous disent spécifiquement quels sont ces dispositifs. Dans presque toutes les publications de Grande-Bretagne et de Rome, les symboles comportent des emblèmes et des signes étranges qui font référence à la domination et au pouvoir. Le fasces est une arme électromagnétique utilisée par les royaux pour prendre le pouvoir. Pensez-y. Un faisceau de tiges rendrait une hache inutilisable. Citation. « Il était étrusque avant d'être romain, et il a donc une longue histoire. Lorsque Rome a commencé à basculer dans l'autoritarisme, les fasces en sont devenus le symbole. Mais il a longtemps été considéré comme un symbole du pouvoir de Rome et de la volonté du peuple. Les fasces étaient une série de baguettes ligotées avec une tête de hache à l'intérieur et étaient portées par les licteurs, les gardes du corps de la Rome antique. Chaque fois qu'un dirigeant élu se déplaçait, les licteurs le suivaient. C'est ainsi que le bâton des licteurs, le fasces, est devenu un symbole de pouvoir, de gouvernement et de loi. » Fin de citation. Les fasces sont des pistolets électromagnétiques. This same magnetic field is much more potent if it operates on an aluminium sheet instead of on the mercury. The reason for this is that aluminium is about 40 times more conducting than mercury. Of course, I could make it more potent still if I could put some steel behind the aluminium to improve the magnetic circuit. But instead of this, I'm going to change the shape of the motor. Can you imagine that the two sides were bent up? Having imagined that to be done, let's make a machine that looks like that. We should find that the windings are very simple, being only a row of coils like this. The moving part is a steel rod with a copper sleeve around it. We put it in the end of the tube and fire. Well, that wasn't a bad shot, was it? This electromagnetic gun seems to have taken us right back to the start with our rifle. It looks as if we can make an electromagnetic model of nearly anything. We've certainly managed to reproduce the gun. Citation. Le fasces est omniprésent dans la symbolique américaine depuis le tout début. On le trouve dans des dizaines, voire des centaines d'endroits en Amérique, principalement dans les institutions gouvernementales. La Chambre des représentants a utilisé un fasces pour représenter son maître d'armes à partir de 1789. Son utilisation est assez courante en référence à la loi et on la voit souvent aux côtés d'objets tels que des balances et des statues de la justice aveugle. On dirait un tas de brindilles attachées à une hache qui pourrait être l'une des armes les plus mortelles connues de l'humanité. L'élite sait ce que ce symbole signifie. Il l'utilise pour que nous sachions qui est au pouvoir. Fin de citation. Pour bien comprendre le fonctionnement des fasces, il faut parler des conditions atmosphériques du passé, de l'éther et des flips magnétiques. L'éther magnétique était plus puissant dans le passé. Il fluctue, entraînant des événements cataclysmiques et il pourrait même être isolé. L'enlèvement a déjà eu lieu. Lorsque l'énergie de ces champs s'accumule, il bascule et se réinitialise, provoquant toutes sortes de phénomènes tels que l'antigravité. Des appareils ont été développés pour accéder à cette énergie accumulée dans l'atmosphère et sont appelés appareils à éther. Il s'agit d'appareils à énergie libre conçus pour collecter l'énergie accumulée dans l'éther. La magie est également devenue plus possible car nos pensées imprègnent l'éther. Nos pensées ne sont plus que de subtiles vibrations visibles seulement par les clairvoyants ou même par les proches qui ont l'habitude de penser la même chose en même temps. Les Phéniciens, ou la Nouvelle Église, n'ont pris le contrôle qu'il y a environ 100 ans, de sorte qu'il y a eu une période pendant laquelle de nombreuses villes ne leur appartenaient pas encore. Comme je l'ai dit, les villes qui sont restées sont les vestiges de l'église d'Ayesa, comme la Tartarie, et elles utilisaient une technologie avancée. Ces villes comprennent Los Angeles, San Francisco, New York,
Saint-Pétersbourg, Paris, Londres et bien d'autres. Elle disposait d'un système d'éclairage à l'éther, d'un système d'aviation utilisant des dirigeables et d'autres véhicules volants. Elle disposait d'un système d'éclairage à l'éther, d'un système d'aviation utilisant des blimps et d'autres véhicules volants. C'est ce que sont nos églises. Elles génèrent de la puissance et de l'énergie, comme les pyramides, en utilisant des champs de torsion, par la symétrie et l'acoustique, et par l'utilisation d'un transmetteur. Cette transmission peut ensuite être utilisée pour des applications quotidiennes telles que l'éclairage et le chauffage, qui sont alors alimentés par de la vapeur. Nous n'apprenons que l'histoire du culte phénicien de Baal, ou comment les jésuites ont redécouvert les sciences remplies de personnages frauduleux et d'une chronologie complètement déformée. De nombreuses histoires de découvertes accidentelles de l'électricité ne sont pas accidentelles en réalité. Il s'agit simplement d'une histoire inventée pour expliquer une technologie trouvée ou volée. Cela peut paraître fou, mais les mythes du monde entier font référence à cette technologie de l'éther. Les antiquités dans l'histoire. Dans la littérature irlandaise ancienne, Cuchulainn possédait une lance magique divine au pouvoir surnaturel, mais Cuchulainn n'était pas le seul à posséder cette lance extraordinaire. Le dieu Lugh possédait une arme similaire, appelée lance invincible, ou lance de la victoire, dont les propriétés étaient similaires à celles de l'épée magique de Nuada, épée de lumière. Lorsqu'elle était lancée, elle atteignait momentanément sa cible. Cette arme était l'un des 4 trésors perdus des Tuatha Dé Danann. Chez les Grecs, le mécanisme Antikythera est un ordinateur analogique grec ancien utilisé pour prédire les positions astronomiques et les éclipses. L'éclair de Zeus, alias éclair de tonnerre, alias éclair de maître, est l'arme emblématique et le symbole du pouvoir du dieu olympien du tonnerre, Zeus. On dit que c'est l'arme la plus puissante et la plus redoutée sur terre et dans les cieux. Agita, considérée comme l'arme qu'Hercule utilisa pour tuer l'aigle Aquila, qui rongeait perpétuellement le foie de Prométhée. Les Grecs ont inventé un nouvel appareil appelé l'éolipile. Il s'agissait d'une petite boule en laiton munie de 2 buses, suspendue à un support et remplie d'eau. En allumant un feu sous la boule, l'eau se mettait à bouillir et de la vapeur sortait des buses, faisant tourner la boule. C'était une machine à vapeur miniature. Dans les Védas, l'électricité est mentionnée par le nom d'Indra. Le mot Vidyuta est également utilisé. Nous trouvons également une mention dans Agastya concernant la méthode de production d'électricité et la construction de batteries électriques. La référence pertinente peut être citée comme suit. Citation. Placez une plaque de cuivre bien nettoyée dans un récipient en terre cuite. Recouvrez-la d'abord de sulfate de cuivre, puis de sciure de bois humide. Ensuite, placez une feuille de zinc amalgamée au mercure sur la sciure pour éviter la polarisation. Le contact produira une énergie connue sous le double nom de Mitra Varuna. L'eau sera divisée par ce courant en Pranavayu et Udanavayu. On dit qu'une chaîne de 100 jarres donne une force très efficace. Fin de citation. Et on fait également mention des Vimana ou des anciens avions volants du passé. Nordique, Gugnir, qui veut dire balancement, est le nom de la puissante lance du dieu Odin, et il est possible que le terme balancement signifie qu'elle émettait des ondes vibratoires qui se balançaient ou se déplaçaient de façon rythmique d'avant en arrière. Dans les mythes nordiques, le Gugnir est l'arme la plus constamment et la plus puissamment associée à Odin. Odin et Zeus sont semblables, mais pas identiques. Odin est le père du tonnerre ou Thor. Il est le dieu de la sagesse, de la poésie, de la mort, de la divination et de la magie, le roi d'Asgard ou de l'éther. Oriental, aztèque, Ziocotl, arme en forme d'éclair portée par Huitzilopochtli. Kenkonken, chakram de grande puissance manié dans la mythologie taoïste par Neza, personnage mythologique souvent représenté sous les traits d'un jeune et beau garçon portant des vêtements semblables à ceux d'un lotus. Il a 2 roues avec des flammes attachées à ses pieds et des anneaux de cheville en or. Le fasces n'était pas une hache, mais une technologie avancée des dieux. Wikipédia dit même que les fasces ont été développés pour la première fois par les Étrusques, alors qu'ils n'étaient littéralement que les premiers Irlandais. Sur cette représentation, on peut voir une statue phénicienne de la liberté avec un dispositif flottant dans la main, un autre objet électromagnétique utilisé par les contrôleurs. Dans la littérature védique, il est appelé Vajra,
Mais la captation est horrible. Et là, on voit bien que ce n'est pas quelqu'un de réel. Et quand vous regardez vraiment bien, c'est un montage horrible. Vraiment. Ce sont des poupées sur une maquette qu'on fait monter et descendre. Ils peuvent avoir fait ça à partir de plusieurs médiums, mais en fait, ils ont fait un montage à partir de 2 captations différentes. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un art qu'ils avaient déjà mis en place et optimisé dans les années 1850. Je veux dire, c'est tellement évident. De vieilles photos de villes avec des bâtiments et une architecture étonnante, mais les gens sont à cheval, ou les routes sont en terre. Ça n'a pas de sens. Et je ne vais pas m'étendre sur le sujet ici, mais la façon dont on nous dit que les avions fonctionnent est complètement absurde. Les moteurs sont de la haute technologie du passé. L'histoire bullshit. L'électricité et la photographie sont considérées comme des découvertes récentes, mais si l'on se penche sur l'histoire de la photographie, on s'aperçoit qu'elle est le fruit d'un accident, tout comme l'électricité. Passons en revue l'histoire de l'électricité. Dans les années 1700, Hauksbee a découvert qu'il pouvait créer une charge électrique visuelle à l'intérieur d'une sphère de verre sous vide remplie de mercure. Il était l'apprenti d'Isaac Newton et n'est même pas à l'origine de cette idée. Un scientifique plus âgé, Otto von Guericke, a développé le premier vide et expérimenté les phénomènes électrostatiques. Remarquez tout le symbolisme et le fait qu'il s'agit d'un autre scientifique italien. Il s'agit soit de mensonges, soit de l'histoire de la façon dont ces jésuites ont réappris les sciences. L'histoire de nombreuses inventions a été complètement fabriquée avec l'aide d'un faux scientifique créé au profit de l'Angleterre et de Rome. Notre perception moderne de l'électricité nous vient du célèbre Benjamin Franklin, qui aurait découvert que la foudre était de l'électricité. Certains pensent qu'il a découvert l'électricité, mais ce n'est pas le cas. Aucune de ces personnes n'a découvert l'électricité. Les anciens en étaient conscients, mais ils la percevaient différemment. Les bocaux de Leyde. On dit qu'il s'agit de la première batterie de base, le premier moyen d'accumuler et de conserver une charge électrique en grande quantité, pouvant être déchargée à la volonté de l'expérimentateur. Nous avons expliqué que les anciens connaissaient bien l'électricité et les charges. Beaucoup connaissaient la pile de Bagdad et l'ampoule égyptienne, mais le nom même d'électricité vient des Grecs, qui connaissaient bien l'action à distance ou l'électricité statique. Il y a une vidéo sur la chaîne de Conspiracy Are Us où il a montré quelques diagrammes de vieux bâtiments de la conférence sur le paratonnerre en 1882. Il s'agit d'un dispositif situé au sommet des maisons qui recueillerait l'énergie libre de l'atmosphère. L'énergie est ensuite stockée dans un grand bocal de Leyden. Cela signifie qu'il y avait dans la maison commune de nombreux appareils fonctionnant à l'électricité. Le courant dominant affirme que la connaissance de l'électricité statique remonte aux premières civilisations, mais qu'elle n'est restée qu'un phénomène intéressant et mystifiant, sans théorie pour expliquer son comportement et souvent confondu avec le magnétisme. Ils ont une théorie appelée l'éther, qui ne fonctionne pas avec leur modèle, parce qu'il s'agit d'une substance non physique, et que tout ce qui peut exister n'est que des données observables et établies, et cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Les anciens connaissaient donc l'électricité statique depuis des milliers d'années. Ils avaient de nombreuses légendes sur les grandes armes magiques de l'électricité, mais ils n'ont jamais pensé à une bonne théorie, n'est-ce pas? Ouais, j'imagine. Non, mais les Grecs et les Romains connaissaient les générateurs de vapeur et les utilisations pratiques de l'électricité. Alors, ils ont juste une petite machine à vapeur sur leur bureau pendant qu'ils construisent certaines des structures les plus complexes du monde antique, c'est ça? Non, mais ce qui est encore plus ridicule, c'est comment on peut passer de l'installation de chevaux et de charrettes en Amérique à la construction d'églises à dômes massifs en l'espace de 20 ans. Ça n'a vraiment aucun sens. Vous devriez regarder la vidéo de John Levy intitulée Awakening 2020, donc le réveil 2020. Il y explique comment des bâtiments de la Philadelphia Electric Company sont mis en avant comme s'ils avaient été créés dans les années 1920. Certaines de ces cheminées pourraient être des démoléculiseurs éthériques qui pourraient transférer la matière dans le royaume éthérique et vice-versa, comme un portail. Si la plus grande bibliothèque du monde antique a pu être réduite en cendres, cela explique l'ampleur des manipulations qui ont eu lieu. Tout a été placé dans la propriété des parasites. Et tout ce qui fait allusion à l'histoire ancienne ou à la technologie avancée de l'Antiquité
a été systématiquement supprimée et remplacée par des contrefaçons. C'est tout ce qu'on nous dit depuis le début des Grecs. Ce sont des contrefaçons juives, depuis Origène contre Celse, où Origène affirme que l'ascendance des Juifs est de la plus haute antiquité, alors que Celse, comme d'autres philosophes grecs anciens, a tout écrit sur les anciens ancêtres des Hyperboréens, et à quel point ces gens étaient avancés. À une époque plus récente, les civilisations qui ont construit les grandes villes d'Amérique étaient une race avancée de peuples plus grands et maîtrisant l'art de l'électricité. Sur la vidéo des anciens géants blancs chauves, il existe des légendes indigènes qui s'y réfèrent spécifiquement. Ils ont construit les chemins de fer et se sont développés dans un royaume steampunk rempli de gadgets étonnants et de machines volantes. Ces personnes étaient des respirateurs qui absorbaient l'éther pour se nourrir. Ces magnifiques structures ont ensuite été réaffectées en centrales électriques, en tentant éventuellement d'utiliser la technologie déjà présente à l'intérieur de ces structures. L'invention Secrecy Act de 1951 est un ensemble de lois fédérales américaines visant à empêcher la divulgation de nouvelles inventions et technologies qui, de l'avis de certaines agences fédérales, présentent une menace potentielle pour la sécurité nationale des États-Unis. Il existe de vieilles photos d'étranges lignes électriques sans câble, de vieilles photos de bâtiments avec des antennes au sommet du toit. Le fer devant de nombreuses cheminées anciennes peut avoir été une sorte de dispositif de chauffage éthérique pour réchauffer l'intérieur de grandes pièces, ou il peut être beaucoup plus avancé que ce que l'on peut imaginer. Peut-être que dans le monde de steampunk, il y avait beaucoup de nuages et de smog, d'électrosmog, et qu'il créait des nuages artificiels de soufre qui accumulaient une charge électrique statique. Dans la vidéo de Conspiracy Are Us, il y a cette vieille représentation de feux d'artifice, et il y a quelque chose de très étrange à ce sujet. Il y a toutes sortes de perturbations électriques dans l'atmosphère. Et si c'était voulu, parce que c'est ainsi que fonctionnait la technologie, les paratonnerres au sommet des maisons ou de ces différentes centrales électriques absorbaient ces charges électriques dans l'atmosphère et les stocker pour une utilisation ultérieure. Je pense qu'à l'origine, tout était basé sur la technologie de l'éther. Mais à une époque plus récente, en particulier dans les villes tartares, reprises par les Phéniciens, ils ont eu besoin de redécouvrir comment ces technologies fonctionnaient. Les âges sales de New York et de Londres sont une période où ils ont repeuplé ces villes abandonnées. Les gens mangeaient des animaux et produisaient des quantités massives de déchets, ce qui a conduit à toutes sortes de problèmes. Ils ont brûlé les excréments et ajouté d'autres produits chimiques pour créer ces faux nuages dont je parle. La raison pour laquelle cela a été dissimulé est que cette technologie fonctionnait avec de l'énergie gratuite et que tous les gens avaient accès à des appareils avec de l'énergie gratuite infinie. Après avoir essayé d'utiliser la technologie tartare pour créer une nouvelle société, il y a eu à nouveau des cataclysmes et des inondations de boue, et ils ont décidé de ne pas utiliser les appareils atmosphériques, ce qui leur a permis de réinitialiser l'histoire et d'apporter des milliers d'orphelins. C'est exactement ce qui s'est passé avec Nikola Tesla. Qu'il s'agisse de la technologie qu'ils utilisaient et qui a fini par s'accumuler et provoquer une inversion magnétique, ou qu'il s'agisse d'un phénomène naturel, la gravité s'est alors inversée, emportant toutes les personnes et les machines, même l'eau, puis se réinitialisant à nouveau, ne laissant aucune trace de personne, et lorsque l'eau tombe, elle provoque une inondation de boue. Bien, il aurait pu être intentionnel en utilisant l'un des dispositifs des dieux ou des fachesses. Vous ne pensez pas que les anciens ont pensé à manipuler le temps ? Et nous entendons l'histoire de la façon dont notre population moderne a redécouvert comment utiliser l'électricité à l'échelle d'une ville. Les scientifiques Galvani, Volta, Davy, Faraday, Maxwell sont d'autres scientifiques orphelins qui sont allés dans ces universités traditionnelles dans l'Empire britannique ou à Rome, et ces personnes essayaient à nouveau de redécouvrir ces secrets perdus après tous ces cataclysmes. Il s'agit soit d'orphelins promus par l'État ou l'Église, soit de personnes frauduleuses ou inventées avec peu d'images, soit d'écrits provenant littéralement d'une autre civilisation que l'on a simplement traduit et auquel on a attribué un nom. Il y a quelque chose d'étrange dans l'histoire du câble transatlantique. Notez également qu'il ressemble beaucoup aux fachesses. Peut-être s'agit-il d'une vieille technologie et que la gravure est plus récente ? La science dominante affirme que la pile voltaïque a été la première batterie électrique capable de fournir en continu un courant électrique à un circuit.
C'est la première batterie capable de fournir un courant continu à cette nouvelle civilisation ecclésiastique. L'université de Padoue est pleine de fraudes et de nombreux scientifiques de l'histoire de l'électricité sont issus de cette université. En particulier, au cours du prétendu XVIIIe siècle. Qu'est-ce qu'ils ont de si louche? Tout commence avec Aristote. Regardez Tartaria, partie 3. Je parle d'Aristote et de Venise, et de la façon dont cette philosophie s'est imposée. Les scientifiques de ces universités sont donc des francs-maçons ou ont un agenda. La plupart du temps, ces technologies ont été trouvées et volées, et des personnes ont été chargées de réorganiser cette technologie, comme la technologie voltaïque. La seule science que nous voyons est celle publiée par la nouvelle anti-église de Venise, Rome, Phénicie. On nous raconte des histoires complètement inventées, comme la tromperie de l'âge d'or. On nous dit que les millionnaires voulaient simplement commencer à construire des manoirs de style européen aux États-Unis. Ce n'est qu'avec Albert Einstein que l'éther a été retiré de la sphère scientifique. Auparavant, comme dans les équations de Maxwell, l'éther était suggéré comme source du phénomène l'éther lumineux. La raison pour laquelle ils disent que l'éther n'existe pas, et ils le savent sans aucun doute, c'est à cause de l'expérience Michelson-Morley qui a prouvé que l'éther n'existait pas. Il n'a rien fait de tel. Ils n'ont tout simplement pas trouvé le moyen de l'enregistrer. Et donc selon les atomistes, ils ne peuvent pas l'observer, il n'est pas réel. S'il ne peut pas être mesuré d'une manière ou d'une autre, alors il n'existe pas. Donc les rêves n'existent pas ? Qu'en est-il de l'amour, de l'ambition ou de l'imagination? Ces choses ne peuvent pas être enregistrées par la science et sont pourtant bien réelles. Cela signifie-t-il qu'elles n'existent pas? Bien sûr que non. Ok, alors comment l'expérience a-t-elle prouvé quoi que ce soit? Aujourd'hui, la science moderne pense que la gravité est en quelque sorte une fonction des particules et de la mécanique quantique. La physique moderne dit que les gravitons causent la gravité et que la lumière est une particule et qu'elle a un certain type d'émission. Il n'y a pas de lumière, c'est juste une perturbation de l'éther, tout comme la matière, mais à un degré beaucoup plus élevé. Les atomes ne sont que de l'espace vide, alors comment la matière peut-elle être solide? La physique quantique n'arrive pas à comprendre pourquoi les électrons passent d'une particule à une onde en fonction de l'observateur. La plupart de ces concepts ne sont même pas compris par les personnes qui les ont élaborés, l'intention première étant de promouvoir ce programme d'Aristote. Même Nikola Tesla a dit qu'Albert Einstein était un idiot. Et oui, jusqu'à ce jour, la physique moderne n'explique toujours pas l'action à distance, la lumière et le magnétisme. Elle n'explique pas les phénomènes, elle se contente de leur donner un terme et une équation. Mais cela n'explique rien du tout. Conclusion. Nous avons abordé plusieurs sujets différents sur la chaîne concernant ces concepts. Il commence à devenir clair qu'il y a un agenda pour contrôler l'information et supprimer la vérité. Et si l'Atlantide était beaucoup plus récente qu'on ne l'imagine? Après la chute de l'Atlantide, des survivants ont débarqué en Irlande et en Espagne du Nord, préservant les fondements de la civilisation de l'âge d'or. Ces anciennes méthodes ont ensuite été transportées à travers le monde pour éduquer ceux qui avaient souffert du grand cataclysme. Il en résulta une nouvelle église mondiale, l'église d'Ayesa, qui établit de grandes villes à travers le monde, devenant ainsi la première puissance maritime. Puis un échange s'est produit. C'est la prise de pouvoir des Phéniciens. Les Jésuites s'emparent de Rome et la quête de la domination mondiale commence. À cette époque, de nombreux cataclysmes se produisaient, contribuant au processus de la prise de pouvoir par les Phéniciens maléfiques. Mais avant ces cataclysmes, il existait de nombreuses civilisations avancées dans le monde entier, de l'Extrême-Orient jusqu'à l'Amérique. Ces civilisations possédaient des technologies avancées basées sur l'éther, étaient de plus grande taille et possédaient un système digestif différent qui leur permettait de vivre uniquement de l'éther et de la nature. Lentement mais sûrement, ces parasites phéniciens ont pris le dessus, en commençant par Rome, puis en se déplaçant lentement vers Paris et Londres, ce qui est devenu l'âge sombre et sale. Et ils possédaient une technologie qui permettait d'extraire de la charge à partir de faux nuages créés à partir d'excréments brûlés. C'est ce qui a conduit aux technologies steampunk dans un passé récent. Ces technologies créaient de l'électricité sale qui s'accumulait dans l'environnement, créant une autre réinitialisation magnétique. Puis les inondations de boue, la réinitialisation, les villes fantômes et le repeuplement des principales villes du monde.
Les dirigeants ont dû recommencer à zéro la réingénierie de cette technologie. Certaines technologies ont simplement été découvertes et de fausses histoires ont dû être créées. C'est le cas de l'avion par exemple et de la photographie. Dans cet épisode, nous allons parler des réseaux souterrains et des villes souterraines qui ont été retirées de notre histoire, supprimées par des récits de propagande destinés à cacher cette ancienne civilisation que nous nommons Tartaria. Un exemple de réseau souterrain très célèbre est le concept des chemins de fer souterrains impliquant les esclaves en Amérique. Cette histoire a été utilisée pour cacher l'histoire de l'Amérique et de nombreuses cultures qui ont réellement habité ces terres. Ils ont supprimé la grandeur de nombreux aborigènes de ces terres et ne semblent pas vouloir que nous sachions qu'il y avait en fait de nombreuses cultures et peuples en Amérique bien avant Christophe Colomb. Au passage, je salue Dan Calloway qui a fait un excellent travail sur ce sujet et qui présente même des arguments en faveur de Harriet Tubman, qui n'est pas une personne réelle ou qui a été fabriquée par nos nouveaux gouvernements qui ont créé cette fausse histoire. Je voulais donner mon point de vue sur la question et ajouter quelques détails supplémentaires issus de nos recherches qui peuvent nous aider à comprendre ce qui se passe réellement ici. Alors en ce qui concerne les tunnels souterrains en Amérique, par où commencer? Et même au niveau des chemins de fer en surface, il y a une suspicion. On se demande s'ils ont été créés par les Chinois ou pas, comme le veut l'histoire. Ils ont probablement dû les déterrer ou les réparer pour que ces systèmes fonctionnent à nouveau. L'histoire raconte que ces migrants chinois ont dû construire plus de 2000 miles de ce chemin de fer transcontinental à travers un terrain accidenté, y compris des montagnes en granit massif. Je ne sais pas si vous avez déjà vu certaines de ces montagnes qu'ils ont dû traverser, mais on peut se demander s'ils l'ont vraiment fait avec de la dynamite ou s'il s'agit d'un élément d'une civilisation ancienne qui disposait de la technologie nécessaire pour traverser ces montagnes. Le chemin de fer transcontinental a été construit en 6 ans, presque entièrement à la main. Les ouvriers enfonçaient des pics dans les montagnes, remplissaient les trous de poudre noire et faisaient sauter la roche centimètre par centimètre. Des charrettes à bras déplaçaient les déblais de tranchées en remblai. Des ponts, dont un de 213 mètres de long et de 38 mètres de haut, ont dû être construits pour franchir les cours d'eau. Des milliers de travailleurs, dont des immigrants irlandais et allemands, d'anciens soldats de l'Union et de la Confédération, des esclaves libérés et surtout des immigrants chinois, ont participé à la construction. Tout ce projet a commencé après la fausse guerre civile. Et nous avons une vidéo à ce sujet, si vous ne l'avez pas encore vue. Mais ils veulent vous faire croire qu'ils l'ont construit à la main, avec des migrants en seulement 6 ans. De nombreux constructeurs du chemin de fer considéraient les Indiens des plaines comme des obstacles à éliminer. Le général Tecumseh Sherman écrivait en 1867 « Plus nous en tuerons cette année, moins il en faudra l'année suivante, car plus je vois ces Indiens, plus je suis convaincu qu'ils doivent tous être tués ou maintenus comme une espèce d'indigents. » Il me semble qu'il s'agit d'une dissimulation, car il voulait détruire les indigènes restants, qui étaient les plus proches parents de ces anciens bâtisseurs et qui représentaient une menace pour leur nouveau territoire, et ils devaient donc être éliminés. Mais c'est pourquoi ils ont poussé le narratif qu'ils voulaient mettre en avant. Ces indigènes se trouvaient soi-disant dans les grandes plaines, ou ce que l'on appelait à l'époque le grand désert américain. Le major Stephen H. Long considérait la région comme presque totalement impropre à la culture, et bien sûr inhabitable pour un peuple dont la subsistance dépend de l'agriculture. Elle était plate, dépourvue d'arbres et aride. Un demi-siècle plus tard, le grand désert américain a reçu un nouveau nom, les Grandes Plaines. Cette région comprend la zone située à l'est des Rocheuses et juste à l'ouest du 100e méridien. Les Dakota, le Nebraska, le Kansas, l'Oklahoma, une grande partie du Texas, le Nouveau-Mexique, le Colorado, le Wyoming et le Montana. Au lieu d'être considérées comme un obstacle à l'expansion de l'Amérique vers l'ouest, les plaines sont rapidement devenues le grenier à blé de l'Amérique et le site de la plupart des mines les plus riches du pays. Pourtant, si la région était impropre à la civilisation, pourquoi fallait-il tuer les Indiens qui y vivaient? Ne se seraient-ils pas tout simplement éteints d'eux-mêmes? Si vous n'avez pas vu Tartaria expliqué, partie 3, ne manquez pas d'y jeter un coup d'œil, car il explique comment ces anciennes civilisations ont subi un grand cataclysme et ont dû devenir barbares et sauvages,
Très probablement parce qu'elles ont dû se retirer dans les souterrains, à travers de nombreuses mines et passages souterrains pour survivre. Peut-être que le soleil a disparu pendant quelques années, comme le mentionnent de nombreuses légendes autochtones. Il y a cette idée de coulée de boue, que de nombreuses hautes montagnes ont été détruites et qu'elles contenaient de grands lacs. Et aussi que la terre est devenue comme du sable mouvant après des tremblements de terre, ce qui a entraîné une liquéfaction, l'enfoncement de nombreux bâtiments anciens dans le sol et l'ensevelissement complet d'autres bâtiments. Il y a également eu de nombreux événements, peut-être de nature plasmique, qui ont provoqué la fonte et la pétrification des bâtiments, ne laissant aucun vestige, si ce n'est les nombreuses formations rocheuses que nous connaissons dans le Grand Midwest. Ces star forts, provenant des quatre coins des États-Unis, ne datent pas de la guerre civile, mais d'une époque plus ancienne, et nombre d'entre eux sont en fait enfouis dans le sol. Ils auraient pu être utilisés comme moyen d'irrigation et pour empêcher les villes d'être inondées à cette époque. Existe-t-il des preuves de l'existence de ces anciens systèmes de tunnels? Il faut garder à l'esprit que cette information a été systématiquement supprimée de notre histoire. Car qu'est-ce qu'un ancien système de tunnels sous-entend? Ils ne veulent pas que nous sachions que dans presque toutes les grandes villes, il y a une partie souterraine de la ville qui a été entièrement construite. Ces systèmes de tunnels se trouvent partout aux États-Unis, et nombre d'entre eux ont été empruntés par l'armée afin de créer des systèmes de communication souterrains. Nombreux sont ceux qui affirment que ce sont ces systèmes qui sont à l'origine des fortes détonations que l'on entend dans de nombreux endroits. Mais qu'en est-il des tunnels antiques? Les anciens pouvaient-ils créer des réseaux de passage souterrains? Beaucoup d'entre nous ont entendu parler des chemins de fer souterrains pour esclaves, qui n'ont, soi-disant, rien à voir avec les chemins de fer souterrains. Les chemins de fer clandestins étaient un réseau de routes secrètes et de refuges mis en place aux États-Unis entre le début et le milieu du XIXe siècle, et utilisés par les Afro-Américains réduits en esclavage pour s'enfuir vers les États libres et le Canada, selon la narration dominante. Je crois comprendre qu'il s'agit d'un événement de propagande à deux fins. Poursuivre le récit selon lequel les Noirs ont été des esclaves en Amérique et n'ont jamais été rien de plus, et poursuivre l'idée que le chemin de fer clandestin n'est qu'un ensemble de refuges qui n'ont rien à voir avec les anciens systèmes ferroviaires. C'est peut-être parce qu'ils ne veulent pas que les gens connaissent l'existence de l'ancien système de tunnels aux États-Unis, qui a servi de base à de nombreuses villes, qu'ils traitent cette vieille légende comme s'il s'agissait d'un simple mythe. On dit que les chemins de fer souterrains n'ont rien à voir avec le fait d'être souterrains ou avec les chemins de fer, mais comme pour beaucoup d'autres légendes, les premiers colons connaissaient l'existence de ces anciens tunnels. C'est de là que vient la légende. Oui, il y avait des refuges et des itinéraires aménagés, mais il y avait aussi des passages souterrains et des chemins de fer que ces esclaves empruntaient pour quitter leur travail. Il faut comprendre que notre perception moderne du mot esclave a été déformée et que la plupart de ces individus faisaient en réalité partie d'un contrat de travail dont ils ne souhaitaient plus faire partie. Il ne s'agit pas non plus d'un problème concernant uniquement les Noirs. Dans un instant, nous aborderons les différentes civilisations présentes en Amérique à cette époque. Mais toutes les races avaient ces contrats d'esclavage, entre guillemets, qui n'étaient pas des esclaves, mais des contrats de travail. Ils n'étaient pas propriétaires d'esclaves, mais employeurs, quelle que soit la couleur de leur peau. Les emplois que nous avons aujourd'hui sont appelés « at will employment », ce qui signifie qu'à tout moment, nous pouvons démissionner et dire « Vous savez, je ne me sens plus vraiment concerné et je veux passer à autre chose. » Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Ces contrats étaient beaucoup plus contraignants et pour des périodes de temps plus longues. De nombreux quartiers aujourd'hui sont en fait des quartiers d'un autre âge et sont plus anciens qu'on ne le dit, y compris ces soi-disant manoirs de plantation qui étaient connus pour abriter des esclaves qui appartenaient non seulement à de nombreux Noirs originaires du pays, mais qui n'avaient rien à voir avec notre conception moderne de l'esclavage. Ils l'ont donc réécrit sous le nom d'esclavage et l'ont commodément rendu tel que tous les employeurs étaient d'une seule race et que les employés étaient d'une seule race. Ils les ont appelés esclaves. Cela peut choquer beaucoup de ceux qui choisissent de s'accrocher à leur statut de victime, mais c'est le seul moyen de se libérer des contraintes qui nous ont été imposées par le nouveau gouvernement qui souhaitait nous maintenir en esclavage par le biais d'une crise d'identité. Un autre point important est de savoir
où se trouvent les navires négriers. Il n'y a littéralement qu'un seul navire négrier, le Clotilda, qui a été trouvé en Alabama, et même ce navire est sujet à débat. Ils essaient délibérément de mettre en place ces situations pour que, lorsqu'ils trouvent ces artifices, ils racontent l'histoire qu'ils veulent que vous croyiez. Il est important de mentionner que depuis que ce phénomène de Tartaria est apparu, et avec beaucoup de nos vidéos secrètes sur l'histoire des Noirs et d'autres vidéos sur l'histoire des Noirs, il y a eu un grand nombre d'événements qui se sont produits. Les suprémacistes noirs ont repris ce concept pour affirmer que les Noirs étaient les seuls en Amérique, qu'ils étaient responsables de toute l'architecture dans le monde, et que les Blancs n'étaient qu'un parasite ou une mutation qui avait provoqué un génocide et volé leur culture et leurs avancées technologiques et spirituelles. Il n'y a pas que, je veux dire, que ce phénomène se produit également chez les suprémacistes blancs et les néo-nazis. Les suprémacistes noirs sont tout aussi mauvais que les suprémacistes blancs, et nous ne voulons pas y participer. Cette vidéo devait en fait faire partie d'une série qui s'intitule « L'histoire secrète des Noirs ». Mais je pense que nous souhaitons plus y contribuer, car nous avons vu plusieurs suprémacistes noirs sur la chaîne commenter une rhétorique très nuisible et divisante, qui n'est tout simplement pas vraie. Notre intention n'a jamais été de plaire. Si vous revenez en arrière et que vous les regardez, c'était de mettre fin à la division actuelle, de montrer que les Noirs ont un lien avec l'Irlande, dont la plupart des Afro-Américains n'ont aucune connaissance. L'objectif a toujours été d'unir et de mettre fin à la haine envers les différentes races. Bien sûr, les Noirs sont originaires des Amériques et de l'ancien continent de Mu ou de l'île de Californie. Mais ils n'étaient pas, je répète, ils n'étaient pas les seuls en Amérique à cette époque. Et c'est la contribution de multiples races qui est en fait responsable de la création de ce que nous connaissons sous le nom de Tartaria ou Tartarie. Nous ne voulons pas de la suprématie d'une race, quelle qu'elle soit, et il est temps que les gens arrêtent de prendre cette information pour satisfaire leurs propres préjugés et de pousser leur propre narratif raciste pour continuer la division qui a été créée à l'origine par la nouvelle élite connue sous le nom de Phéniciens-Vénitiens. D'après nos recherches, 3 civilisations principales ont contribué à la création de la post-Tartarie en Amérique dans les temps anciens. En 1, les Maures, ou les restes de Mu, venus de Californie, des terres et du Pacifique, et ceux de la côte est de l'Amérique, qui ont navigué avec les habitants de l'Irlande, autrement dit les Faux-Moires et les druides métis. En 2, on a les Irlandais et les anciens Scythes, qui étaient blancs, mais aussi métissés, à l'instar des Maures venus d'Europe. On parle d'eux comme des anciens Vikings qui se sont rendus sur place avant Christophe Colomb. Ceci est également lié aux histoires des Juifs ou des anciens Hébreux, tels que racontés par les Mormons. Ils sont simplement venus de différentes régions du monde. Et puis, en 3, les extrêmes orientaux venus d'Égypte, de l'Empire ottoman, de Chine, du Japon et d'autres îles du Pacifique. Beaucoup de ces races étaient mixtes. Il est donc difficile de les classer en fonction de leur race. Comme Tartaria était un empire mondial. Ce que nous appelons aujourd'hui les Amérindiens ne sont qu'un pourcentage des Native Americans. Ils ont été appelés Tartares dans certains textes, et on nous dit que ces races ont été créées après des cataclysmes. Il faut aussi comprendre le rôle de l'Atlantide, car on dit que l'Amérique faisait partie de cette ancienne Atlantide, et qu'elle a changé de manière significative au cours des âges. Aborigène n'est pas le bon mot à utiliser pour n'importe quel type de peuple, parce que ces masses terrestres changent après chaque âge. Et après que l'Atlantide ait été inondée, d'autres masses terrestres se sont élevées. Et donc, les gens ont fui partout. Au début, il n'y avait pas d'endroit où habiter à l'ouest. Les Faux-Moires l'avaient déjà fait avant l'inondation de l'Atlantide et s'y trouvaient lorsque de nombreux habitants de l'Atlantide ont commencé à migrer vers les terres de l'ancienne Hibernie, de l'Irlande et de l'Espagne. C'est alors que commença l'ère de la Tartarie, qui colonisa tous les continents de l'Est et que les druides, ou ceux de l'ancienne Hibernie, qui était une culture mixte, commencèrent à répandre l'ancienne connaissance de l'Atlantide dans le monde entier. Ils sont retournés à l'ouest, en Amérique, ou dans l'ancienne Atlantide, et ont commencé à y créer les premières civilisations composées de nombreuses races différentes, bien avant l'arrivée de Christophe Colomb ou des Espagnols. En fait, ces faits sont racontés dans les légendes des Espagnols, comme nous l'avons vu dans Tartaria, partie 3.
Les légendes des aventures d'Esplandian, qui parlent de l'époque où les Maures, les anciens Hiberniens ou Irlandais et l'Empire ottoman se trouvaient tous en Amérique ou terra firma, qui étaient les terres restantes de l'Atlantide. De nombreux bâtiments de l'Atlantide ont également survécu au déluge et sont restés intacts sur ces terres. Comme nous l'avons mentionné, à un moment donné, il y a eu des cataclysmes qui ont causé des morts massives et ont poussé de nombreuses personnes à se réfugier sous terre. Mais beaucoup de ces villes que nous connaissons aujourd'hui, comme New York, San Francisco, Chicago, ont toutes été créées par cette civilisation tartare. Et elles sont encore utilisées aujourd'hui parce que nous ne pouvions pas répéter le travail qu'ils ont fait, alors il a été détourné. Et cela inclut les chemins de fer, l'architecture du vieux monde et les tunnels souterrains. De nombreuses villes ont en effet des villes souterraines et des tunnels, comme si elles avaient été construites sur des fondations encore plus anciennes. Ce qui a été caché à l'humanité, c'est qu'il y a 200 à 300 ans, il y a eu un événement catastrophique qui a laissé de nombreux bâtiments dans le monde entier enterrés jusqu'à 6 ou 7 mètres sous terre. Commençons par les exemples les plus célèbres de ces villes et tunnels anciens. Sous la basilique Saint-Pierre se trouve la nécropole du Vatican, à des profondeurs variant entre 5 et 12 mètres sous le niveau de la surface. Il s'agirait d'un cimetière chrétien païen comprenant plusieurs mausolées en pierre de taille moyenne et d'autres en ruine, dont un morceau fracturé d'un grand arc de triomphe. Nous connaissons tous le Derinkuyu en Turquie, qui aurait près de 5000 ans et qui est un système souterrain de 18 étages. On ne sait toujours pas qui l'a construit et pourquoi, mais il est intéressant de noter qu'il y a d'autres pierres fondues par là-bas. Il est donc possible qu'ils aient évité une catastrophe quelconque et qu'ils aient été contraints de créer une société souterraine. En 1992, dans le village chinois de Longyu, Wu Anai, un habitant particulièrement curieux a mis son argent en commun avec celui de ses voisins pour acheter une pompe à eau et a commencé à siphonner l'étang de son village. Il a découvert la première d'une série de grottes massives sculptées à la main, dont l'origine est presque un mystère complet. Le Kremlin russe est la plus grande forteresse d'Europe encore debout. Il est associé à un certain nombre de secrets, notamment des tunnels souterrains. Il semble être très enfoui dans le sol, des chambres secrètes pour cacher des trésors, et, à l'appui, la bibliothèque Ivan le Terrible, qui contient plusieurs textes anciens de l'Ancien Monde. Les catacombes de Paris sont un autre exemple célèbre de ville souterraine, et certains ont proposé que les eaux soient en fait utilisées comme une batterie pour produire de l'énergie. Sous les rues et les ponts d'Édimbourg se cachent plusieurs souterrains et chambres, fermés au public pendant des centaines d'années. Ces lieux sont restés figés dans le temps, attendant d'être redécouverts. Aujourd'hui, certains d'entre eux ont été excavés et rouverts. Il reste encore de nombreuses parties qui n'ont pas été ouvertes au public, et il est communément admis qu'Édimbourg a été construite sur une ancienne ville. Il y a des tunnels souterrains dans toute l'Égypte, sous le Sphinx, de nombreuses tombes perdues, mais surtout le labyrinthe sous Awara, qui est un lieu de pèlerinage. Ancien temple légendaire dont on dit qu'il contient 3000 pièces pleines de hiéroglyphes et de peintures. Le mont Tsurugi au Japon est entouré de mystères. Selon une légende locale, la montagne est en fait une pyramide géante construite par l'homme, et une autre légende dit qu'un trésor secret du roi Salomon est enterré à l'intérieur. Un serpent géant, censé garder le trésor, a été aperçu à plusieurs reprises. Les grottes d'Hercule, à Tolède en Espagne, sont entourées de mystères et de légendes. Résumant en quelque sorte la tradition souterraine de Tolède, la tradition veut que ce lieu ait été sculpté par Tubal ou Hercule l'Égyptien et serait le siège secret d'où Hercule lui-même enseignait les sciences occultes. Ce n'est que la surface que je viens de gratter, je veux dire, on peut trouver d'innombrables histoires comme celle-ci au niveau mondial. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas aussi bien connues, en particulier aux États-Unis aujourd'hui. C'est un aperçu du monde caché dans le sous-sol du centre-ville de Chattanooga. Bonsoir, je suis Nathalie Jaronerski et je suis Latricia Thomas. Les escaliers qui ne mènent nulle part, des portes arquées qui étaient autrefois au niveau de la rue, sont quelques indices de la vie du centre-ville avant 1880. Des histoires et des rumeurs circulent encore sur le Chattanooga souterrain. Beth Newhoff de Channel 9 nous donne un rare aperçu de ce qui existe vraiment.
Marchez dans les rues du centre-ville de Chattanooga aujourd'hui et parmi les magasins et les restaurants, vous verrez des preuves du Chattanooga longtemps oublié. Le mystère entoure un Chattanooga qui existait dans les années 1800. Les pluies torrentielles provoquaient régulièrement des inondations dévastant le centre-ville. La solution ? Soulever gentiment la ville, laissant des contes encore racontés de la ville qui se trouve en dessous. Tout ça aurait été situé au niveau de la rue. Les passionnés d'histoire locale, Maury Nicely et Matt Macaulay, m'emmènent sous terre pour voir les preuves de la Chattanooga originale que le public ne voit pas. Je pense que beaucoup de gens pensent « Ok, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste maçonné toutes ces choses et ont jeté des trucs. » Mais ce qui est le plus intéressant, c'est ça. Regardez le travail de la pierre. Mais les archives officielles de l'usine sont pour la plupart muettes sur les colonnes joliment décorées, des plafonds en briques et des portes voûtées qui évoquent le passé. Nous avons entendu parler d'une découverte souterraine étonnante à Leavenworth. Nous avons dû envoyer une journaliste pour obtenir des vidéos. Sherry Shin de KCTV5 est en direct maintenant avec ce qu'elle a trouvé sous terre. Surrey? Eh bien, Caroline, vous savez que c'est le centre-ville de Leavenworth, mais sous mes pieds, il y a un mystère souterrain que peu de gens connaissent ou peuvent nous dire pourquoi il a été créé. Waouh! Nous descendons vers les incroyables mystères du sous-sol. Il y a vraiment l'air d'y avoir... c'est évidemment une porte. C'est sombre et moisi. Alors nous allons monter ici et vous allez être dans une autre devanture de magasin. C'est une ville peut-être il y a longtemps utilisée pour le commerce. Des fenêtres, des portes et des chemins étroits vous conduisent aux devantures des magasins. Il y avait des magasins d'un certain type et nous ne savons juste pas ce qu'ils vendaient et qui les tenait. Jennifer Lemon nous sert de guide. Elle travaillait pour une société de titres de propriété à l'étage et nous a donné accès au souterrain. Nous savons qu'il était assez discret, quoi qu'il en soit, parce que peu de gens savent ce qu'il en est. Au-dessus du centre-ville de Leavenworth, à l'angle de la 4e et de la rue Delaware, le monde souterrain s'étend sur plusieurs pâtés de maisons et peut-être au-delà. Certains pensent qu'il a été créé dans les années 1800. Il aurait pu être utilisé pendant l'esclavage ou pour les fugitifs. Et puis, il y a les mythes et les contes à dormir debout. Bon après-midi, nous nous préparons pour Halloween en ouvrant la porte de la visite des tunnels hantés de Shanghai que vous pouvez faire dans la vieille ville de Portland, extrêmement populaire à cette époque de l'année. Nous vous tiendrons au courant des personnes et des objets que vous pourrez voir lors d'une visite des tunnels. Berkeley, dans son livre Death Valley, le chapitre principal Old Gold, Vieil Or, décrit une conversation qu'il a eue il y a plusieurs années avec un petit groupe d'habitants de la vallée de la mort. La conversation avait fini par porter sur le sujet des légendes indiennes Paiute. À un moment donné, deux hommes, Jack et Bill, ont décrit leur expérience d'une ville souterraine qu'ils prétendaient avoir découvert après que l'un d'eux soit tombé au fond d'un vieux puits de mine près de Wingate Pass. Ils se sont retrouvés dans une caverne souterraine naturelle qu'ils prétendaient avoir suivie sur environ 20 miles vers le nord, au cœur des montagnes de Panamint. À leur grande surprise, ils se seraient retrouvés dans une immense et ancienne ville caverneuse souterraine. Ils affirmaient avoir découvert dans la ville plusieurs momies parfaitement conservées qui portaient d'épais brassards et brandissaient des lances en or et d'autres choses. La ville avait apparemment été abandonnée depuis des lustres, à l'exception des momies, et l'ensemble du réseau souterrain semblait très ancien. Il était autrefois éclairé, comme ils l'ont découvert par accident, par un ingénieux système de lampes alimentées par des gaz souterrains. Ils ont affirmé avoir vu une grande table ronde polie qui semblait faire partie d'une ancienne salle de conseil. Des statues géantes en or massif, des coffres et des tiroirs remplis de lingots d'or et de pierres précieuses de toutes sortes. En 1885, des mines de charbon d'une petite ville du Missouri creusaient un puits dans les profondeurs de la terre, quand tout à coup, ils ont débouché sur une énorme caverne souterraine qui s'est effondrée. À la fois choqués et curieux, ils ont décidé d'aller jeter un œil, même s'ils savaient que cela pouvait être très dangereux. Et ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur aurait dû changer notre histoire pour toujours. C'est bien sûr si les rapports sont vrais, et il y a de multiples sources maintenant. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur était fondamentalement une immense et merveilleuse ville enterrée, avec une maçonnerie incroyable, des tonnes d'artefacts, des bancs en pierre partout, des statues en métal, une fontaine en pierre qui coulait avec de l'eau pure et propre, avec même un soupçon de chaux. Et à côté de cette merveilleuse fontaine, des parties d'un squelette humain géant qui faisait 3 fois la taille d'un humain normal. Ces dernières années, les dirigeants locaux ont fait de la rétention des jeunes professionnels une priorité absolue, ce qui a conduit à la création de nouvelles opportunités d'éducation et d'emploi, ainsi qu'à une scène sociale rénovée. Ce soir, dans un reportage spécial sur la nouvelle vie nocturne de Louisville, nous jetons également un regard exclusif sur ses débuts. À
à l'époque des gangsters, des hors-la-loi et d'une clandestinité secrète. Il faut bien faire attention en descendant ces marches. Elles sont assez raides, alors tenez-vous bien. Je parierais presque ma vie qu'Al Capone est venu ici au moins 1 ou 2 fois. Il y avait 2 portes. L'une d'entre elles menait vers la rue et l'autre menait vers un sas où il pouvait courir à travers le sas et entrer dans la cuisine du sous-sol, ou bien emprunter 2 séries de tunnels et échapper à la police. Beaucoup considèrent que c'est le lieu de naissance de la vie nocturne pour l'élite de Louisville. Pendant les années 1920, l'ère de la prohibition, quand l'alcool et les jeux d'argent étaient illégaux, c'était l'endroit pour le faire sans se faire attraper. Il y en a sous chaque maison, le long de chaque pâté de maison, et dans une ville de près d'1 million d'habitants. Il y a un monde de tunnels cachés que peu de gens peuvent voir juste sous leurs pieds. Et nous allons vous y emmener. Notre guide est quelqu'un qui connaît chaque centimètre de ce labyrinthe. Je m'appelle Megan Abadi, je suis ingénieure adjointe pour la San Francisco Public Utilities Commission Wastewater Enterprise. Je fais partie de la division des eaux usées qui s'appelle la division du système de collecte. C'est un euphémisme pour les égouts. Je rampe dans beaucoup de tuyaux d'égout. C'est essentiellement ça mon travail. Cette semaine, dans notre série sur les endroits cachés, nous allons à Indianapolis. Et avec Halloween dans l'esprit de beaucoup de gens, l'exploration de ces endroits cachés semble certainement excitante. Les catacombes sont de grands systèmes souterrains traditionnellement utilisés pour enterrer les morts. On les trouve le plus souvent à Paris ou à Rome, où des millions de personnes sont enterrées. Mais ces systèmes souterrains élaborés peuvent être trouvés dans le monde entier. Ma collègue Sarah Whitmer nous rejoint pour les dernières nouvelles de notre série sur les lieux cachés. Sarah, les catacombes ici en Indiana? Difficile à croire, n'est-ce pas? Oui, des milliers de personnes visitent le marché de la ville d'Indianapolis chaque jour, mais je me demande combien savent exactement ce qu'il y a sous leurs pieds. Du lundi au vendredi, vers midi, surtout, le marché de la ville est un lieu de rassemblement populaire. Les gens y viennent pour leur pause déjeuner, y viennent pour une part de pizza ou un sandwich. Certains s'assoient dehors s'il fait beau et mangent à l'une des tables. Des centaines de milliers de personnes se sont assises sur cette place, ont écouté de la musique, ont déjeuné, ont eu de bonnes conversations sans jamais savoir ce qu'il y avait en dessous d'elles. L'entrée des catacombes est cachée au public et il n'y a pas d'entrée extérieure. Vous entrez par ces portes et finalement des escaliers mènent au sous-sol. Rapidement, les sols en béton sont remplacés par de la terre. Plus de 140 colonnes créent un labyrinthe souterrain. C'est incroyable. Continuons. À vrai dire, cet endroit est le sous-sol du Tomlinson Hall, un bâtiment polyvalent de 4 étages construit dans les années 1880 pour les événements sportifs. C'était comme avoir un centre de convention avec Lucas Oil, avec le Field House. Vous savez, le Circus Center, le théâtre, tout y était. C'est un bâtiment solide construit en briques et en pierre calcaire de l'Indiana. Et le risque est la raison pour laquelle il y a autant de colonnes. Cela permet de faire descendre tout le poids du bâtiment et de le répartir sur toutes les colonnes. Les plafonds incurvés sont appelés plafonds voûtés en berceau et ils aident à répartir le poids du bâtiment sur les colonnes. Au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans l'enchevêtrement des colonnes, on ne peut s'empêcher de penser à Indiana Jones. Les catacombes qu'il a explorées se trouvaient sous les rues de Venise. Bienvenue, c'est une partie de l'histoire de l'Utah qui vit surtout à travers des rumeurs. Il y a l'existence d'un monde souterrain miteux enfoui sous les rues du quartier historique d'Ogden. Mike? Oui, Dave et Denny, les enquêteurs de la LSK, ont dû creuser assez profondément pour cette histoire, à la recherche de preuves de l'existence de tunnels secrets. Bienvenue à O-Town, une ville qui devient rapidement connue pour ses grandes aventures et sa vie nocturne trépidante.
Mais si vous remontez à une centaine d'années en arrière, il y avait des bosses de l'opium et vous découvrirez qu'Ogden, avec toutes les choses néfastes qui se sont passées ici au cours des 100 dernières années, a une histoire assez sombre, de la prostitution à la prohibition, en par la corruption et Al Capone. La rumeur veut qu'Al Capone soit arrivé à Ogden en train, qu'il ait remonté la 25e rue en se disant que cette ville était trop rude pour lui et qu'il ait fait demi-tour pour reprendre le train. Une chose est sûre, c'est une ville avec laquelle on ne plaisante pas. Et si vous croyez à ce qui se passe en surface, ce n'est que la moitié de l'histoire. Les gens entraient et sortaient par les tunnels de la 24e à la 26e rue, sur toute la longueur de la 25e, qu'il s'agisse de jeux d'argent, d'armes à feu, de décès dus à l'opium. Ils les empoisonnaient, les étranglaient, les tuaient, puis ils empilaient leurs corps dans les tunnels. Les tristement célèbres tunnels de la 25e rue, certains disent qu'ils allaient de la gare de l'Union jusqu'à l'hôtel Ben Lomond, tandis que d'autres disent qu'ils se ramifient à travers toute la ville pour finalement aboutir à Ogden High. Sous les égouts et les métros de Chicago se trouvent plus de 60 miles de tunnels ferroviaires oubliés dans les 19e et 20e siècles. Ce labyrinthe mystérieux qui reliait autrefois la majorité des bâtiments les plus importants de la ville a été laissé à l'abandon et au désarroi pendant la majeure partie du siècle. Une des plus grosses histoires bullshit est celle des tunnels souterrains de Washington, D.C. L'histoire raconte que Harrison J. Dyer, un entomologiste du Smithsonian, collectionneur d'insectes, aurait construit, juste pour le plaisir, un réseau de tunnels sous sa maison dans le prestigieux quartier de DuPont Circle. Lorsqu'ils ont été découverts dans les années 1920, ils ont été tapissés de briques haut de gamme sur lesquelles ont été collés de vieux journaux allemands. Et cela a donné lieu à de nombreuses rumeurs, jusqu'à ce que Dyer avoue son « hobby » entre guillemets. Certains de ces tunnels ont d'ailleurs été impliqués dans la controverse du Pizzagate, parce que la famille Alefantis possède de nombreuses propriétés directement au-dessus d'eux. Au Texas, lors du développement d'un projet du parc Buffalo Payout de 58 millions de dollars en 2011, BBP a découvert cette partie importante de l'histoire de Houston et a transformé ce qui était autrefois une ancienne station d'eau potable souterraine dans un espace public connu sous le nom de Buffalo Bayou Park Cistern, ou citerne du parc de Buffalo Bayou. Ils en ont fait une sorte de projection artistique, mais il est intéressant de noter qu'ils disent l'avoir redécouverte et qu'elle présente une similitude frappante avec les anciennes citernes romaines situées sous Istanbul. Je veux dire, c'est l'histoire de toutes les villes. Je ne peux pas faire tenir le nombre de villes souterraines des États-Unis dans une seule vidéo. Beaucoup ont été redécouvertes, ou bien il ne reste que quelques vestiges, comme d'anciennes gares et des tunnels qui auraient été oubliés. Il s'avère que de nombreux tunnels souterrains ont été réaffectés à des logements pour les troupes ou à des terrains d'entraînement militaire. D'autres tunnels aujourd'hui encore sont construits, appelés DUMB ou DUMB en anglais, pour Deep Underground Military Bases. Il existe de nombreuses autres légendes, comme nous en avons mentionné quelques-unes, mais l'une d'entre elles, très intéressante, que nous avons déjà évoquée, est celle des peuples fourmis des Hopis. C'est dans ce paysage aride mais magnifique que les dieux Hopi leur ont ordonné de construire un certain nombre de villages composés de pueblos, ce que nous appellerions aujourd'hui des complexes d'appartements en pierre. Ici, les Hopi ont réussi à prospérer en cultivant simplement du maïs, des haricots et des courges, avec très peu de précipitations et pratiquement aucune irrigation. L'une des légendes Hopi les plus intrigantes concerne le peuple des fourmis, qui a joué un rôle crucial dans la survie des Hopi, non seulement une fois, mais 2 fois. Le premier monde, ou World Age, a apparemment été détruit par le feu, peut-être par une sorte de volcanisme, une frappe d'astéroïde ou une éjection de masse coronale du Soleil. Le second monde a été détruit par les glaciers de l'âge de glace ou un déplacement des pôles. Au cours de ces 2 cataclysmes mondiaux, les membres vertueux de la tribu Hopi ont été guidés par un nuage de forme étrange pendant la journée et par une étoile en mouvement pendant la nuit qui les a conduits au dieu du ciel nommé Sotognang, qui les a finalement amenés au peuple des fourmis dans le Hopi, Anusinum. Le peuple des fourmis a ensuite escorté les Hopi dans des grottes souterraines où ils ont trouvé refuge et subsistance. Dans cette légende, le peuple des fourmis est présenté comme généreux et industrieux, donnant de la nourriture aux Hopi lorsque les réserves sont insuffisantes et leur apprenant les mérites de la nourriture. Il y a beaucoup de choses à dire sur les réseaux souterrains, mais j'espère que cette vidéo a été une bonne introduction
Pour ceux qui hésitent à croire que nos villes ont pu être construites sur des fondations ou des villes existantes, ou que de nombreux bâtiments ont pu être enterrés délibérément ou à la suite d'un cataclysme, ces questions ouvrent vraiment la porte à la recherche d'une civilisation avancée qui aurait été effacée de notre histoire, peut-être pour nous maintenir dans l'ignorance des cataclysmes passés. Quoi qu'il en soit, tout ce que nous pouvons faire est de rester curieux et d'espérer que nos esprits puissent enfin être dévoilés. Est-il possible qu'à l'époque de la Tartarie, il existait un système de transport aérien public qui utilisait les technologies éthériques? Nombre de ces technologies ont-elles été abandonnées et redécouvertes après le déluge? Les zeppelins, les dirigeables, les montgolfières sont-ils des vestiges d'un mode de transport antérieur? Regardez, ce sont les descriptions qu'on nous laisse. On voit des différents types de montgolfières. Et là, il y a même des chaussures volantes. Ça a l'air comique. On dirait plutôt qu'on se fiche de nous, hein. Regardez, il y a des buildings tartares. Et encore une fois, on dirait que on veut nous vendre une histoire. Comme quoi, ceci, bien, ce sont les premières machines volantes qui ont été inventées dans les années 1700. Et que les anciens n'avaient jamais pensé à ces technologies auparavant. Avant, les frères montgolfiers, d'abord ils ont commencé à s'intéresser à la fabrication de papier et d'une manière ou d'une autre, ils ont fini par faire des machines volantes. Mais ce qui ne fait pas sens, c'est que dans l'histoire des ballons à air chauffant, donc dans l'histoire des montgolfières, on nous dit qu'ils ont été probablement utilisés pour créer les géoglyphes de Nazca au Pérou. Et ça, c'était il y a 1500 ans. Et on évoque également le fait qu'ils auraient pu être utilisés en Chine environ 200 ou 300 ans avant Jésus-Christ et pour des raisons militaires. Alors, pourquoi est-ce qu'on attendrait au moins 1000 ans pour utiliser cette technologie à nouveau? Pour moi, ça ressemble à une nouvelle tentative de cacher que cette technologie existe depuis l'aube de l'humanité. Ils essayent de prétendre que les anciens ne possédaient pas cette technologie. Alors, et si à l'époque de Tartaria, avant le déluge, donc avant la Mud Flood, ils possédaient ces anciennes machines volantes, et puis qu'il y a eu une sorte de réingénierie de ces technologies. Donc, ces technologies ont été développées, et puis, avec le temps, ils ont fini par développer ces machines volantes appelées dirigeables, et aussi connues sous le nom de Zeppelin, et qui pouvaient être attachées tout en haut d'un building. Ici, on a l'Empire State Building. Et une fois le dirigeable attaché au building, on voit qu'il était possible pour les gens de monter dans le zeppelin. Cette ancienne technologie utilisait probablement l'éther, l'électricité statique atmosphérique. Et ces anciens buildings tartares la collectaient sans doute, et rechargeaient ces machines volantes avec l'énergie qu'ils avaient collectée. Ça a dû être le tout premier objectif de nombreuses civilisations anciennes. Si vous pouvez construire des bâtiments complexes qui servent de station de collecte d'éther, il n'est pas exagéré de penser qu'il est possible de développer une sorte de machine volante qui fonctionne grâce à l'énergie qu'elle collecte. Même les Védas parlent de machines volantes avancées dans le passé. De nombreuses cartes anciennes sont extrêmement précises jusqu'à aujourd'hui. Est-il possible, comme pour les lignes de Nazca, que les anciens aient trouvé le moyen de créer des aérostats ou des véhicules volants qui se déplaçaient suffisamment lentement pour voir et enregistrer les masses continentales à haute altitude? Il y a 300 à 500 ans, il existait une civilisation avancée dont on ne nous parle pas en cours d'histoire. Notre chronologie a été complètement chamboulée par les contrôleurs actuels. Nous ne savons pas exactement ce qui est arrivé à cette civilisation. A-t-elle disparu après une sorte de cataclysme? Il semblerait qu'il y ait une comète impliquée là-dedans d'une manière ou d'une autre, et nous avons évoqué certaines théories dans d'autres vidéos de la série Tartaria. Mais est-il possible qu'un système aérien mondial ait relié ces civilisations et que cette connaissance ait été supprimée des livres d'histoire? Les villes de l'ancien monde telles que New York, Paris, Bruxelles, Rome et même San Francisco possèdent des bâtiments similaires qui auraient pu servir de stations d'amarrage et de chargement pour les dirigeables et autres engins volants. Au cours des 200 dernières années après le déluge, beaucoup de ces villes étaient vides et les contrôleurs du Nouveau Monde ont commencé à faire migrer des enfants du monde entier dans ces villes et à les nourrir d'histoire à la place de la vérité dans les écoles publiques. Serait-ce la raison pour laquelle on nous montre ces étranges photographies
où les villes ont l'air complètement vides, comme si ces images avaient été montées. Et pourquoi y avait-il une telle abondance de trains d'orphelins à l'époque? C'est à cette époque, après le déluge de boue, la Mud Flood, que nous avons trouvé ces villes et les restes de technologie que cette civilisation avancée avait laissés. Certaines personnes, peut-être des adultes ayant survécu au cataclysme, connaissaient cette technologie et ont commencé à la remodeler, notamment en ce qui concerne l'électricité et le transport aérien. Ces palais de cristal auraient pu servir de centre de transport aérien dans le passé. La hauteur et la longueur de ces bâtiments, dont beaucoup sont des gares, sont tout simplement déraisonnables pour abriter uniquement un mode de transport qui est si bas par rapport au sol. J'ai vu quelques vidéos sur le ciel vanillé. On peut supposer que les bâtisseurs de ces architectures sont aussi ceux qui ont maîtrisé l'électricité et le vol. Cette civilisation avancée était antérieure à la coulée de boue. La plupart de ces photos ont été prises après le Mud Flood. Si vous avez vu les photos du Zeppelin attaché à l'Empire State Building, vous pouvez clairement voir qu'ils ont un système de transport où les passagers sortent de l'intérieur du dirigeable et non de la cabine en dessous. Je veux dire, regardez ce que c'était. À l'intérieur de l'un d'entre eux, ils étaient beaucoup plus spacieux et bien sûr, ils étaient peut-être un peu plus lents, mais ils étaient beaucoup plus rentables. On dit que les Zeppelins utilisaient de l'hélium pour voler et avaient des moteurs diesel qui pouvaient brûler du charbon. Mais que se passerait-il si ces machines étaient également conçues pour se charger de l'énergie de l'éther atmosphérique qui a été collectée par l'une de ces stations d'amarrage, une tour métallique? Peut-être ont-ils utilisé une sorte d'électricité statique pour faire léviter le ballon. Le nom aérostat semble soutenir cette théorie, puisque les ballons eux-mêmes n'étaient pas statiques. La réponse commune est: les aérostats sont ainsi nommés parce qu'ils utilisent la portance aérostatique, qui est une force de flottaison qui ne nécessite pas de mouvement à travers la masse d'air environnante. Mais je ne peux m'empêcher de m'interroger quand même. Ces machines volantes et d'autres technologies de l'époque représentaient une menace pour la classe dirigeante. Et nous avons l'histoire des barons voleurs, ces riches familles d'industriels qui ont façonné notre société pour leur propre profit. Ils ont supprimé toutes les connaissances sur l'énergie libre. Ils ont introduit la prohibition comme moyen d'éliminer l'alcool comme source de carburant. Ils ont influencé les systèmes scolaires pour créer des humains à l'esprit ouvrier. Ils ont éliminé et supprimé toute nouvelle science de l'énergie libre pour nous piéger dans un système d'endettement. Kenneth Price a réalisé d'excellents travaux sur ce sujet. L'industrie pétrolière a délibérément cherché à détruire tous les modes de transport efficaces et bon marché, en réaménageant nos routes, nos moteurs et nos véhicules pour qu'ils dépendent de ces produits pétroliers. Créer un monopole sur l'industrie des carburants par des pratiques commerciales déloyales, non seulement pour la propagande et les fausses attaques, mais aussi en capitalisant sur les ressources naturelles. Le moteur électrique Ricoeur était de loin supérieur à tous les moteurs à gaz de l'époque, dans les années 1900. Il n'avait pas besoin de changer de vitesse et pouvait rouler très doucement à grande vitesse. Les voitures équipées de ces moteurs ont remporté de nombreuses courses à l'époque. Imaginez s'ils avaient continué à développer ce type de moteur. Il en existait d'autres, comme le diesel, qui pouvaient fonctionner avec de l'huile végétale. Mais les compagnies pétrolières qui contrôlaient le gouvernement, et le contrôlent toujours d'ailleurs, ont fait passer l'interdiction dans le seul but d'éliminer ces moteurs de la concurrence. Il y avait des voitures qui pouvaient littéralement fonctionner à l'alcool, comme le Stanley Steamer. Les moteurs à gaz étaient trop compliqués et échouaient dans de nombreuses situations. Ils utilisaient des moteurs à piston, une technologie moins avancée. Ils étaient encombrants et le carburant était plus cher. D'autres systèmes de propulsion ont été délibérément oubliés car ils multipliaient l'énergie libérée lors de la combustion, ce qui permettait d'augmenter la consommation de carburant. Ces compagnies pétrolières ont joué un rôle dans la destruction du Titanic et du Hindenburg. Les grandes compagnies pétrolières détestaient la vapeur et le Titanic était un navire à vapeur. Il pouvait fonctionner avec du charbon bon marché et il était extrêmement efficace. Le Titanic s'est brisé en deux parties distinctes, en plein milieu, et les morceaux ont été retrouvés à 3 km les uns des autres. Ils ont bien sûr dissimulé l'affaire avec un film, et ils ont réussi à empêcher que cette merveille à vapeur et d'autres ne soient développées à l'avenir. Nous connaissons tous l'histoire de l'Hindenburg et la façon dont on a dit que les dirigeables étaient dangereux, de sorte que cet événement a littéralement détruit toute cette industrie. Ces machines volantes d'antigravité
pesaient environ 250 tonnes et ils étaient libérés depuis une ligne d'amarrage. Ils n'avaient pas besoin de puissance, ils avaient juste besoin d'une poussée. Les systèmes modernes à réaction nécessitent 5 fois plus de carburant en poids, et ça c'est juste pour compenser la perte de poids. Le Hindenburg était beaucoup plus efficace. Il a fait 18 millions de kilomètres en un an d'exploitation avant la catastrophe, 44 transatlantiques réussis. On peut supposer que tout cela n'était que des essais. C'était très économe en carburant et s'ils avaient continué à développer ces technologies, imaginez ce que nous aurions aujourd'hui. Un système de transport aérien gratuit peut-être? Le Hindenburg était également politique. On voit le signe nazi sur la queue et il portait le nom d'un dirigeant politique, ce qui explique le symbolisme de cette destruction. Il y a eu de nombreuses alertes à la bombe et l'ingénieur en chef du Hindenburg a déclaré qu'il s'agissait d'un sabotage. Le Hindenburg prévoyait d'utiliser de l'hydrogène au lieu de l'hélium, ce qui aurait été beaucoup plus rentable, et c'est peut-être l'une des principales raisons pour lesquelles il a été abattu. Il ne montre jamais la partie où il commence à brûler. On ne le voit qu'après coup, une fois qu'il est en flammes. Et il se trouve qu'il y avait 22 photographes différents sur le plateau au moment où cela s'est produit. Seulement 35 personnes ont perdu la vie lors de cet événement, et pourtant ils disent que c'est si dangereux. Combien de personnes meurent à cause des avions et des voitures? Des millions d'accidents de voitures se produisent chaque année, dont beaucoup sont liés à l'alcool ou au téléphone portable. Et pourtant, personne n'interdit les voitures, les téléphones portables ou la bière. La liste des crashs de dirigeables est assez longue sur Wikipédia, mais elle n'est pas assez longue pour que l'on puisse en tirer des conclusions. Alors qu'on pourrait examiner chaque accident, mais les accidents de voitures se comptent eux par milliards. Et il en va de même pour les bateaux. Chaque année, des milliers d'accidents font de nombreuses victimes et pourtant, nous continuons à les utiliser sans hésitation. Pour moi, cela indique que la sécurité n'était pas le véritable motif de l'interdiction de ce mode de transport. Ils ne voulaient tout simplement pas que ces technologies concurrencent leur industrie et ils voulaient être la principale source de carburant de l'avenir. Il suffit de penser à l'argent que les grandes compagnies pétrolières gagnent aujourd'hui, même après leur fausse guerre mondiale, au cours de laquelle elles ont financé le pétrole des deux camps. La Première Guerre mondiale a rapporté des milliards grâce au carburant des avions, qui était l'essence. Et de nos jours, on peut imaginer les millions de milliards de litres qui sont utilisés chaque jour. Et pas seulement ça, aussi il y a le plastique et l'industrie pharmaceutique. Ils font des trillions chaque année. C'est la raison pour laquelle JP Morgan a activement mis fin aux activités de Nikola Tesla. L'énergie libre perturberait le système d'entêtement qu'ils essayaient d'imposer à tous les êtres humains. Les déchets pétroliers sont toxiques et ils sont ensuite transformés en d'autres produits qui sont utilisés dans tous les véhicules d'aujourd'hui. Donc, quelle est donc la grande idée derrière tout cela? Que croyons-nous qu'il se passe réellement? D'après ce que nous avons compris, l'ancien monde était beaucoup plus avancé que ce que l'on veut bien nous faire croire. Peut-être pas de la manière dont nous imaginons la haute technologie de nos jours, mais il semble en fait que nous ayons perdu plus que nous n'ayons gagné. Un monde dans lequel les machines volantes étaient monnaie courante et où les gens pouvaient voler plus librement semble fantastique. Mais il est important de se rappeler de qui dépend cette fantaisie. Tout ce que je peux espérer, c'est que nos esprits puissent enfin être dévoilés. Lâchez tout ce que vous pensez être vrai. Détendez votre esprit et posez-vous la question. Est-ce que je comprends vraiment ce qu'est cette réalité? Dire que la Terre elle est plate. Terre elle est plate. Dire que la Terre elle est plate. Terre elle est plate. Dire que la Terre elle est plate. La première règle du Freddy Life Club est il est interdit de ne pas parler du Freddy Life Club. Deuxième règle, il est interdit de ne pas parler du Freddy Life Club. Troisième règle, quelqu'un crie, insulte ou troll, la discussion est terminée. Quatrième règle, seulement un être vivant parle à la fois. Cinquième règle, un seul sujet à la fois. Sixième règle, pas de religion ni de politique. Septième règle, les débats continueront aussi longtemps que nécessaire. Huitième règle, si c'est votre première fois au Freddy Life Club, vous devez venir débattre. Neuvième et dernière règle, si tu es bourré, drogué ou juste énervé, reviens demain et sobre. Tu n'es pas considéré comme un sujet de droit et dans leur cerveau malade, ça justifie le fait que on te nomme en tout capital. Parce que capitis diminutio maxima, tu n'es pas un sujet de droit, tu es une marchandise et du bétail. Semblent des marqueurs biologiques qui différencient un homme biologique d'une femme biologique.
Les références et allusions que je fais constamment à ces différents marqueurs ne sont pas anecdotiques. Ils s'inscrivent dans un ensemble bien plus vaste que quelques vagues ressemblances ici et là. On voit sur des bâtiments qui ont été excavés que la proportion qu'on pressent dans ce bâtiment-là, qu'en fait il doit être plus haut, elle se retrouve dans des bâtiments qui étaient comme celui-là et qui ont été excavés et qui ont effectivement 1 ou 2 étages sous le niveau du sol, cohérent avec l'ensemble du bâtiment. Il y a au cœur de chaque microclimat un cristal de silicium qui en fait, si vous voulez, le porteur de toutes les informations génétiques héritées et acquises de notre vie. Et c'est présent sur chaque microclimat. Il est taquin, je ne sais pas s'il a fait exprès de mettre le symbole du soleil rouge derrière l'anagramme avec ça. Et Soral, tu vois, c'est l'anagramme de sol rat. Il parle aussi des conditions d'incarcération des pédophiles. La prison du bonheur. Ah ouais. Tu ne peux pas être mieux l'outil. Quelle carte on nous propose aujourd'hui de la Terre plane? Donc là, il y a la glisonne. Puis le modèle de sa jauge aux terres connues et inconnues, recouvert d'une voûte céleste, et autour duquel tournent le soleil et la lune. La lune, en un mois, fait ce que le soleil fait en un an. D'accord? Il y a la laine de la lune et la laine du soleil. La laine de la lune, c'est sur un mois. La laine du soleil, c'est sur un an. Voilà. Tu l'as? Tu vois? Ouais, je l'ai, c'est celle-là. Beltégieuse, la géante rouge de la constellation d'Orion. L'astronaute, quand il sort de l'or pour faire des réparations sur l'ISS, on ne voit jamais la Lune. La conjonction entre Vénus et Jupiter. Vénus à droite et Jupiter à gauche. On observe bien une forme d'étoile, la cinématique ouais. est bien claire sur cette image. Vous voulez contrôler le peuple? Il suffit de prédire l'arrivée d'un Messie. Et ils attendront pendant des siècles.